Et à un moment donné, si tu donnes pas de sens, tu comprends pas ce que tu fais, c'est du bullshit parce que c'est moche en fait le résultat. Alors que quand ça a du sens, quand c'est naturel, quand c'est vrai, bah, ça claque, ça passe, ça parle à tout le monde. On avait aussi la culture quand même de la gagne parce qu'au final, si t'as pas l'esprit de compétition et l'envie d'aller plus haut, tu peux prendre n'importe qui et le fouetter autant que tu veux. À un moment donné, ça se casse, quoi. C'était ça mon point fort, c'est que je savais qui étaient les meilleurs et que mon objectif, c'est que pour pouvoir m'améliorer, il fallait chercher les meilleurs, épuiser les connaissances des meilleurs. Le sport est un vecteur très fort en termes de compétences et de capacité à gérer tel ou tel objectif, tel ou tel projet. Tu as tellement de perdition de potentiel à l'école, de gamins parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule, que je pense que oui, nous sommes obligés de passer par les institutions pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite. Tu ne montres pas de marque de faiblesse à ton adversaire. Et c'est pour moi la règle ultime que j'ai gardée. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti. Nadia Ben Abdelawed, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis content que tu sois là aujourd'hui parce que tu as un profil qu'on n'a pas beaucoup encore sur le podcast, sportif de haut niveau et aussi manager du coup de haut niveau, de sportif de haut niveau. Et on va retracer tout ça parce qu'on voit qu'il y a derrière, il y a beaucoup de liens entre le sport, la compétition de haut niveau et l'entrepreneuriat. Parce que il y a des questions de détermination, de motivation, qui sont et puis business aujourd'hui puisque tu as ta structure. Exactement. Et tu fais du conseil, du management. Alors tu vas nous expliquer ce que tu fais. Oui, je vais essayer d'expliquer ça de façon la plus rapide, sans trop m'étaler. Alors déjà, je suis une ancienne athlète de haut niveau. Je le suis plus. On le voit déjà. Physiquement que je suis plus une athlète de haut niveau. Et aujourd'hui, en fait, l'idée que j'ai eue, c'est à travers l'observation de tout mon environnement, et notamment de l'environnement des athlètes de haut niveau et de l'environnement de la société civile. J'insiste sur ce thème parce que les athlètes sont de leur écosystème et quand tu les observes, ils sont vraiment dans un noyau fermé et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe autour d'eux. Le fait est qu'aujourd'hui, quand un athlète arrête sa carrière, il se retrouve dans la société complètement perdu, un peu comme les militaires, tu vois. Ils sont dans leur organisation qui est vraiment interne, et dès qu'ils sortent de l'organisation militaire, ils sont complètement perdus parce qu'ils n'ont pas les codes de la société. Donc l'idée, c'était effectivement, de leur faire garder un pied en lien avec la société civile, et au-delà de ça, essayer de les accompagner pour justement aller chercher, en fait, tous les éléments nécessaires pour défendre leurs intérêts et à tirer avantage de tout ce qu'ils apportent pour le pays, pour le sport et pour leur carrière. Parce qu'il y a quelque chose qu'on connaît peut-être mal, mais tout à l'heure tu me disais qu'un sportif de haut niveau, il s'entraîne 6 heures par jour. Oui, il s'entraîne grosso modo, si tu veux. En moyenne, un athlète de haut niveau fait à peu près 2 entraînements par jour. Après, t'en as qui s'entraînent encore plus, un petit peu moins, mais en moyenne, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie préparation physique, il y a une partie technique, dans le sens où c'est purement relatif à leur sport. Donc, ça fait une moyenne d'à peu près 5 heures par jour, effectivement. Mais ça veut dire qu'à 1 heure à 1 heure de l'après-midi, ils sont libres? Non, ça veut dire que... oui, mais c'est intéressant. Comment ça marche, ce que tu parce dis. que Voilà, on dit 5 heures dans la journée, ça va. Ouais, c'est rien du tout. Sauf que non, c'est pas rien du tout, mais il y a le temps. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, quand on compare par rapport au temps de travail d'une personne lambda, c'est rien du tout. Mais le fait est que, en général, une journée d'un athlète de haut niveau, ça se passe comment? Ils se réveillent, ils ont soit leur petit déjeuner et autres. À 6 heures du matin? Ouais, ça dépend. Il y en a qui sont très matinaux, d'autres un peu moins. Ils font leur petit déj et autres, enfin, ils se mettent en jambes, ils ont leur préparation physique ou l'entraînement du matin, après ils ont la pause du midi. En général, ils font une sieste, ou alors ils font leurs affaires, les médias et autres engagements sur lesquels ils sont, et puis ils ont leur entraînement du soir, puis ensuite ils doivent engager le pas sur la fin de journée, où là, ils ont leur dîner, et puis repos, ou même massage, récupération, soins. Mais le fait est que c'est 5 heures intenses où tu engages ton corps sur une activité très élevée.
Un exemple, c'est comme si tu avais, je sais pas, une voiture lambda que tu achètes, je sais pas, je vais pas donner de marque, mais une voiture qui n'est pas forcément à très haute performance. Une Clio, quoi, le truc. Voilà, un truc basique, Voilà. mais que tu la pousses à balle. C'est-à-dire que tu roules avec, mais je sais pas, à une vitesse complètement monstrueuse, et tu roules tous les jours, mais une tonne de kilomètres. Bah, ta voiture, elle va être usée très rapidement. Bah, c'est la même chose pour le corps d'un athlète de haut niveau. C'est un être humain, c'est une machine. Quand tu la pousses à des activités extrêmes, à un moment donné, le corps, il se fatigue anormalement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de récupération et de repos. Oui, donc ils font 5 heures, mais ils sont cuits derrière, quoi. Ah bah oui, ils sont cuits parce que quand tu fais de très haut niveau, tu cherches toujours la très haute performance et à pousser des limites. Donc forcément, ils sont cuits. Après, t'en as qui trichent un peu, mais ça, c'est autre chose. Et du coup, qui est-ce que tu manages pour... Eh ben, écoute, je travaille avec principalement une qui commence à être vraiment très connue, qui est Clarisse Agbenienou, et c'est celle avec laquelle on a démarré ensemble en fait. Hein, clairement, elle est aujourd'hui la femme la plus titrée du judo français, et elle est en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. Elle a déjà eu une médaille d'argent à la précédente Olympiade, et là, l'objectif, c'est d'aller chercher justement ce qui lui manque, c'est-à-dire sa médaille d'or olympique. Et puis, donc, ça, c'est la première des personnes. Je travaille aussi avec Cyril Benzaken, qui est quintuple champion du monde de kickboxing. Et je collabore avec quelques autres sportifs. Mais c'est rigolo parce que maintenant que tu me fais dire ça, je me rends compte que je travaille beaucoup dans les sports de combat. Peut-être que j'en sais rien, c'est le côté... tu sais, on est tous un peu... dirigé par nos névroses personnelles. Donc, j'aime bien les challenges, j'aime bien les choses qui ne sont pas tout cuits dans le bec. Et c'est ce qui fait qu'en fait, chaque matin, je me lève et je kiffe ce que je fais parce que je sais que ce ne sera pas quelque chose d'ennuyant ou une routine ordinaire. Je sais quand est-ce que commence ma journée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle finit et je ne sais pas ce qui va composer ma journée. Oui, parce que toi, tu es ancienne championne de France de judo. C'est ça, j'ai été ancienne championne de France de judo. J'ai connu en fait ce que c'est l'organisation d'un championnat de France, l'organisation d'une équipe de France, l'organisation d'une Olympiade, parce que j'ai servi de partenaire pour des Jeux. J'ai rencontré beaucoup de monde à travers le monde, aux quatre coins du monde. Je sais grosso modo comment les autres nations s'organisent, comment nous on s'organise, et je vois en fait la différence de traitement et la place du sport au sein d'une société suivant le pays où tu te trouves, en fin de compte. Et du coup, par exemple, pour Clarisse Agbenienou, ou d'autres, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que toi, tu t'occupes pas de la partie sportive. Non. Tu fais pas tout ce qui est nutrition, sport, performance. Non, pour non, ça, ils ont leur équipe. Il y a alors, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu me poses comme question, parce que j'ai fait un truc qui est pas très sympa. J'ai lancé une professionnalisation de sport amateur. Typiquement, le judo est un sport amateur. Qu'est-ce que ça veut dire un sport amateur? Ça veut dire que l'athlète se lève tous les matins et se couche tous les soirs. Il fait ses 5-6 heures d'entraînement, mais il n'est pas payé pour ça. C'est-à-dire, il n'est pas payé. Comment il gagne sa vie? Et ben voilà, c'est ce que je vais t'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un sport professionnel, donc t'es pas rémunéré dans ce sens-là. Aujourd'hui, ces athlètes-là, ils sont rémunérés parce qu'ils arrivent à avoir des bourses d'État, parce qu'ils ont des sponsors, parce qu'il y a des structures qui sont prêtes à associer leur image avec celle de l'athlète, de sorte à ce qu'ils puissent être dans une pérennité pour pouvoir s'entraîner. Mais sinon, tu as des sportifs qui sont champions olympiques, qui s'entraînent tous les jours, mais qui, en parallèle, doivent travailler pour pouvoir remplir le frigo. Le soir, ils vont bosser après l'entraînement? Le soir, ou entre les entraînements, pendant que ceux font la sieste, eux, ils vont travailler. Champion olympique. Champion olympique, champion du monde, ce que tu veux. Donc, mais c'est quoi? C'est des sports qu'on connaît pas, genre le curling, ou c'est des sports... Non, j'ai rien contre le curling, hein, mais... Moi non plus. C'est très passionnant, mais non, c'est des sports olympiques parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où oui, le sport, c'est sympa, le sport, c'est bien, le sport, c'est bon pour la santé, tout ce que tu veux, mais on n'a pas la culture du sport contrairement, par exemple, à des pays anglo-saxons où, justement, ils mettent en œuvre pour que l'athlète soit dans des conditions, de bonnes conditions pour pouvoir s'entraîner et auquel cas obtenir des bourses pour pouvoir être dans une situation aisée pour juste faire ça. Je connais beaucoup d'athlètes qui sont vraiment de très grands champions
et qui sont obligés de travailler à côté pour pouvoir en fait avoir une rente financière et vivre décemment. Parce que c'est quoi la professionnalisation? Ça veut dire que toi, aujourd'hui, quand c'est amateur, le judo, c'est amateur? C'est un sport Tu amateur. leur trouves des contrats de sponsoring avec des Exactement. marques C'est tout à fait ça. En fait, aujourd'hui, ce que j'ai entamé, bon, mis à part quand tu t'appelles Teddy Riner ou David Douillet, c'est un peu, si on fait une transposition à un sport qu'on connaît un peu plus, à savoir la boxe, quand tu es dans le poids lourd, t'es le top champion, c'est super, tout le monde te veut, tout le monde veut associer ton image, donc tu as l'argent qui rentre. Par contre, ceux qui sont dans les catégories en dessous, est-ce que tu connais un champion qui n'est pas dans les poids lourds? T'en as pas, parce que c'est des choses qui sont pas très, on va dire, télégéniques. Pourtant, la boxe des poids légers, c'est hyper speed, hyper cool. Mais le fait est que on n'a pas fait monter la sauce autant que pour des poids lourds. Donc, c'est la même chose pour le judo. Si t'es pas une tête d'affiche du type Teddy Riner ou David Douillet, t'as rien du tout. T'as des nanas qui ont été tout aussi performantes qu'eux, qui ont eu d'aussi bons résultats, mais dont tu n'as pas entendu parler. Mais même moi, Clarisse Agbenienou, j'en ai entendu parler. C'est dire, parce que Oui. je suis pas du tout le sport. Bien sûr. Et je connais, j'ai entendu son nom, j'ai su qu'elle a gagné des trucs. Donc, elle est bankable, entre guillemets. Elle est bankable. Si j'en ai entendu parler. Si tu en as entendu parler, ça veut dire que ça me rassure, je fais du pas trop mauvais travail. C'est exactement ce que j'ai poussé en fait à faire aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, si tu te concentres uniquement sur ta discipline, sur le fait de faire des médailles, on s'en cogne que tu fasses des médailles, on s'en fiche. Et 2, le judo, mis à part si tu connais la discipline, tu comprends rien, tu les vois faire ça avec leurs mains, tu comprends rien du tout. Et 3, si tu n'as pas une valeur ajoutée, mais pourquoi est-ce que moi je mettrais de l'argent sur toi plus que sur quelqu'un d'autre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir montrer que tu es autre chose qu'une judoka. Parce qu'on va te dire, Clarisse Agbenienou, la judoka, Clarisse Agbenienou, championne du monde, machin. Mais donc en fait, c'est une forme de déshumanisation des athlètes. C'est avant tout une femme qui fait du judo et qui est championne. Donc ça a été ça le gros du travail que j'ai dû faire avec tous les médias. C'est-à-dire que les gars, je leur ai dit, c'est super cool, hein, mais juste il faut remettre les choses dans le bon sens. Aujourd'hui, alors là où j'ai commencé à faire le changement, c'est quand elle a gagné son 4e titre mondial. Donc non mais rien que ça, 4 titres mondiaux. 4 titres mondiaux, c'est son 4e titre et c'était sa 7e médaille mondiale. C'est-à-dire qu'elle a fait des 2e places, 3e places et autres. À un moment donné, ils voulaient tous l'avoir. Elle a quel âge? Elle a 28 ans, là, elle vient d'avoir 28 ans. Donc pendant la compétition, mon téléphone ne faisait que de sonner. Et j'en avais qui m'appelaient, qui me disaient « Ouais, en cas de 4e titre, est-ce que c'est possible d'avoir Clarisse ?» Et là, je lui fais... Les médias donc, oui. Ouais. Je lui fais « Mais vous êtes des enfoirés. » Je lui fais « Donc si elle ne gagne pas de 4e titre, vous n'en voulez pas, c'est ça ?» Je lui fais « Mais c'est dégueulasse. » Je fais « Ça reste quand même une grande championne qui arrive en finale. Elle fait vice-championne du monde. Tout le monde ne fait pas ça. Il n'y a qu'une seule vice-championne du monde. » Donc d'emblée, ces personnes-là, j'aurais dit « Alors, je t'explique. Les règles sont très simples. Donc, comme tu es parti en cas de 4e titre, tu voudrais avoir une interview. Alors, du coup, moi, je te réponds, en cas de 4e titre, tu passeras dans la dernière vague. C'est-à-dire que tu auras les restes. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai poussé les médias à parler d'autre chose que de son 4e titre. J'ai dit, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va nous rapporter de venir faire ton plateau ou de venir faire ton interview pour dire, super, t'as gagné ton 4e titre. Après, on fait quoi? On se regarde dans le blanc des yeux et c'est fini. Je fais, crois-moi, t'as d'autres choses à faire, t'as d'autres choses à aborder avec elle parce qu'elle a plein de choses à dire et qu'elle fait beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû, en fait, faire le job et leur dire, voilà, elle fait ça, 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 ça. Elle est engagée là, là, là. Voilà quelles sont les actions qu'on a menées. Tac, tac, tac. Je fais, sélectionne. Sélectionne ce que tu vas aborder et on y va. J'ai été même je suis un peu détestée de certaines rédactions parce que j'ai même été jusqu'à péter le droit d'image. C'est-à-dire que tu as des diffuseurs du judo, donc tu vas dans d'autres chaînes, ils ont besoin un peu d'images de judo malgré tout, parce que c'est aussi ce qui fait quand même malgré tout son identité. Et à un moment donné, ils font, très bien, on diffuse, donc ils veulent des images, il faut qu'ils casquent. Je fais, ouais, mais purée, si tu me dis qu'il faut qu'ils casquent pour que je récupère des images de chez toi, à un moment donné, ils vont dire, ouais, enfin, on va pas casquer pour montrer du judo, quoi. Si on n'est pas diffuseur, c'est que ça ne nous intéresse pas.
Donc du coup, j'ai dû faire une grande bataille contre tout le monde. Ah, t'as pas filmé toi-même avec... Bah j'ai, mais c'est que le problème avec les émotions, j'étais là à m'agiter dans tous les sens, c'était pas très propre. donc voilà, c'est des choses que j'ai dû en fait entamer et vraiment mener une bataille et tenir bon jusqu'au bout. Et le fait est qu'au départ, quand on a commencé avec Clarisse, je lui ai dit, écoute, tu as toutes les contraintes d'un sport professionnel, il faut aller chercher les avantages. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es complètement folle. Je fais, comment ça, je suis complètement folle? Elle fait, je suis une femme, je suis black, je m'appelle Agbenienou, personne n'arrive à prononcer mon nom et je fais du judo. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? J'ai dit, bah, c'est cool, hein. Moi, je suis une femme, j'ai des origines maghrébines, je m'appelle Ben Abdeloued, j'ai un nom accouché dehors comme toi, et personne me connaît. C'est bien, on est bien. Je fais, mais le fait est que c'est ton point fort. C'est ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, c'est ta force. C'est ton identité qui fait que tu es forte et que tu peux t'imposer au sein de la société. Et tu peux aussi porter des messages et véhiculer des valeurs qui te sont tiennes. C'est quand même dingue, ça d'expliquer à une judoka qu'il faut utiliser la force de l'adversaire pour arriver à faire quelque chose. Mais parce que tout le monde n'a pas la même intelligence que toi. Non, mais c'est une connerie. Mais... Non, c'est pas une connerie, c'est une vérité. C'est une vérité et le fait est que aujourd'hui, même là, quand on regarde l'actualité, si tu regardes la petite Naomi Osaka, la tenniswoman, qui est montée au créneau dernièrement, je sais pas si tu as suivi un peu l'actualité. J'ai vu passer son nom, je sais pas ce qu'elle fait, mais j'ai vu elle passer son nom. Elle fait du tennis, c'est la numéro 1 mondiale en tennis et aujourd'hui, en ce moment, se joue Roland Garros et en fait, chaque tennisman chacun est obligé de passer en conférence de presse à chaque fois qu'il y a un tour. Mais c'est professionnel le tennis. Oui, le tennis c'est professionnel. À partir du moment où tu ne respectes pas le cahier des charges, tu as une amende. Ça non. Ah oui, parce qu'eux, ils financent, il y a tout un circuit business, donc t'es obligé de... C'est très business le tennis, c'est pas la même chose. Hein. Il suffit de regarder les sorties cavalières de certains, juste parce qu'ils se sont présentés et ils ont gagné, je sais pas, 13 000 balles ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment un autre monde. Hein. Et elle a dit, je trouve que c'est un impact négatif et une agression psychologique en fait de devoir subir cet exercice-là, de se retrouver face à des gens qui remettent en question votre potentiel et qui attendent la moindre faille de votre part. À cet égard-là, je ne veux pas me présenter à aucune des conférences de presse. Ils veulent de la viande, ils veulent pas de... Ouais. Disons que certains médias cherchent un peu le côté sensationnel, le côté ah, elle est tombée, ouais. Ah, elle a perdu, ah, elle a fait telle faute. C'est tout bête, mais c'est ça. Hein. Et elle a rajouté en disant, j'espère que toutes les amendes que je recevrai iront à destination d'associations pour le bien-être mental. C'est très fort. Le fait est que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Et du coup, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que quand on est un sportif dans un sport, amateur à plus forte raison, parce qu'il n'y a pas automatiquement les canaux financiers, bien sûr. Mais sportif, ça suffit pas d'être doué dans son domaine, parce qu'au final, c'est bien beau d'être bon dans un sport, mais ça parle pas aux gens. Non. Automatiquement. Il y a les fans, hein. Il y en a qui sont fans, et pas de problème. Mais en fait, il faut aller plus loin et en fait incarner quelque chose pour arriver à le transmettre et dire je suis plus que. Exactement, mais le fait est que c'est. Faut vendre une histoire en fait. Faut arriver à incarner. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est tout simplement la notion de rôle modèle. On a besoin d'un rôle modèle dans chaque discipline, dans chaque action. Parce que on a besoin d'avoir l'exemple pour engager le pas sur ce qui est défendu. David Douillet et Bernadette Chirac avec l'opération piège jaune. Joker. Non mais on sent que ça a été marketé, quoi. On sent que le gars il a réfléchi, il s'est dit le piège jaune et tout, pourquoi pas. Enfin. Oui, mais après. Il a incarné quelque chose. Oui, alors, il a incarné. On aime, on n'aime pas, mais. Voilà. Oui, bien sûr, il a incarné quelque chose. Il a compris en fait le principe. Il a compris la notion d'engagement. L'engagement au service de l'intérêt général. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sportifs qui ont l'intelligence de comprendre cette information. Beaucoup pensent, à mauvais escient, que parce qu'ils sont champions, donc ils méritent de percevoir, je sais pas moi, des sommes, des sponsorings, etc., d'être mis en avant d'un point de vue médiatique. Mais le fait est que des champions, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça et dire que pour gagner de l'argent, il faut être utile aux autres, si on part de ce principe-là ?
Et du coup, moi, je suis jamais passé devant mon coiffeur et puis je n'ai jamais donné 15 balles en disant merci, puis tu vois, sans qu'il me coupe les cheveux, tu vois, c'est compliqué. Exactement. Et que globalement, le gars qui est très bon jardinier, qui jardine chez lui, ou le gars qui est champion de ce que tu veux, au final, les gens, globalement, voilà, ça leur parle pas. Et qu'en incarnant quelque chose, l'utilité qu'ils donnent aux autres, c'est effectivement ce que tu dis, c'est ce modèle en fait. C'est-à-dire que l'utilité qu'on donne aux autres, c'est de pouvoir dire tu peux le faire, c'est une main tendue en fait. C'est tout à fait ça. Mais c'est exactement ça. T'as parfaitement bien résumé les choses. Bon, c'est bon, je peux partir là. Non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. C'est comme ça. Moi, c'est ce que je répète à tout le monde, c'est bien de prendre, mais il faut savoir aussi redonner parce que à force de prendre, à un moment donné, on a envie de te claquer, quoi. Ou de pas te regarder, quoi. Ou de plus te regarder en disant, c'est bon, quand tu commences à être dans le down, c'est bon, dégage, t'as déjà pris, c'est bon. C'est juste qu'à un moment donné, pour arriver là où tu es arrivé, t'as eu besoin de soutien, t'as eu des gens, t'as eu des fans qui t'ont soutenu quand t'étais dans le up comme dans le down, t'as ta famille, t'as ton équipe, en fait, c'est un travail d'équipe, quoi. Quand l'athlète gagne, on est tous là, focus sur l'athlète. Oh bravo, c'est fantastique, t'as été exceptionnel. Mais purée, qu'est-ce qui a été fait avant pour qu'elle soit championne comme ça? Qu'est-ce qui a fait que... Voilà. Et c'est à travers cet élément-là où t'es obligé, en fait, à un moment donné, de dire, les gars, franchement, oui, je suis exceptionnelle. Mais franchement, si je suis exceptionnelle, c'est parce qu'il y a eu aussi des personnes qui ont été exceptionnelles autour de moi et qui ont, en fait attention à chacun des paramètres. Et à partir de là, une fois que tu commence à avoir une démarche dans ce sens-là, quand tu appréhendes certains partenaires pour justement avoir un partenariat et du financement, en disant les gars, franchement, ouais, certes, je vais pas t'apporter une plus-value, comme tu dis, je vais te couper les cheveux ou je vais te tendre la pelouse, mais je vais t'apporter une plus-value autre. C'est-à-dire que tu me donnes, mais je te rends quelque chose en retour. De l'inspiration, en l'occurrence. De l'inspiration, des valeurs, d'apporter un plus à la marque, de pouvoir associer en fait le travail qui est fourni en tant qu'athlète à l'image de la société. C'est plein de choses en fait tu peux faire. Et le fait est qu'aujourd'hui, n'importe quelle société, quand ils commencent à constituer en fait leur champ d'activité, à un moment donné, ils décident de certains secteurs dans lesquels ils souhaitent s'engager. Et pour s'engager dans ces secteurs-là, tu as besoin de personnes inspirantes et de rôle modèles qui œuvrent aussi dans le sens dans lequel tu veux aller. C'est comme la Société Géniale qui s'est approprié le rugby parce qu'ils trouvaient que le rugby, ça correspondait à peu près à tous les manques qu'ils avaient chez eux, quoi. C'est tout à fait ça. C'est collectif, c'est solidaire, c'est bien ça, on aimerait bien, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et parce que, voilà, c'est exactement ça. Nous, aujourd'hui, par exemple, avec Clarisse, tous les partenaires qu'on a, c'est avant d'aborder une quelconque question d'argent, on aborde d'abord les valeurs qui sont partagées et sur quel credo nous pouvons travailler. Parce que moi, tous ceux avec lesquels je travaille, je mets une pointe d'honneur sur une chose, je dis, moi je ne travaille pas avec des hommes ou des femmes sandwich, ça ne m'intéresse pas. Non mais intellectuellement, ça ne me stimule pas, donc à un moment donné, je vais arriver au bout du rouleau et... ça me gave, quoi. C'est le bon manager et le mauvais manager, ouais, quoi. C'est horrible, mais je suis atroce sur ça. Et c'est pareil, quand on vient m'aborder, ouais, je veux travailler avec toi. Je suis, ouais, mais attends, moi, je suis pas magicienne. Attends, pause, hein. Donc, pour pouvoir travailler avec moi, moi, je vais travailler. Je sais que je vais pas compter mes heures, mais il faut que toi aussi, tu travailles. Et alors, de quelle manière tu vas travailler? Parce que c'est pas le fait de t'entraîner tous les jours, 5-6 heures par jour et de gagner tes compétitions. Non, il y a un autre travail en plus. Faut que tu incarnes quelque chose. Il faut que tu incarnes quelque chose. Qu'est-ce que tu peux apporter à la société? En fait, tu es en train de mettre la question du sens sur la performance. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu la vois, la nana, tu te dis, attends, tu te lèves tous les jours, tu vas te faire éclater la tête tous les jours, mais pourquoi? En plus, c'est même pas un sport qui te rapporte du fric. Pourquoi? Why? Pourquoi est-ce que tu fais subir ça à ton corps? Et donc, à un moment donné, il y a des choses qui vont arriver. Bon, déjà, il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite. 2, parce qu'à un moment donné, j'ai une passion. 3, parce que à travers ce que je fais, je valide un certain nombre de skills qui ne sont pas forcément validés d'un point de vue académique. Et que je me forge, et c'est comme ça qu'en fait, tu construis petit à petit la feuille de route, tout simplement. J'ai enfin compris ce que tu faisais. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois avant et je me disais mais je comprends pas. Ça veut dire quoi ce truc? C'est ça.
Et tu me disais effectivement que les gens comprenaient pas ton job. Non. Ils comprennent pas mon job et c'est rigolo parce que même ma famille ne comprenne pas. Hein, parce qu'ils me disent, mais du coup, tu fais quoi de tes journées? J'ai bossé. Mais tu fais quoi? J'ai bossé! Ah, ça va, est-ce que tu veux que je te fasse un compte-rendu d'activité? Qu'est-ce que tu veux? Enfin, je veux dire, et puis il faut aussi être force de proposition et d'innovation parce que c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui, tu vois? D'aller se positionner sur des credos, sur la jeunesse, sur l'égalité femmes-hommes, sur... Avec Clarisse, on a pété tellement les codes de la société que là, ils savent plus tous où donner de la tête. Bah, on a été... Concrètement, comment on travaille? Je vais te donner un exemple très facile. C'est, on se pose, on discute comme toi et moi, et à un moment donné, on aborde, il fait, putain, là, franchement, c'est compliqué, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre et tout, c'est catastrophique. Et puis, franchement, les tampons, c'est pas très agréable, les serviettes, c'est compliqué. Quand je suis avec mon kimono blanc, voilà, je peux tâcher mon kimono, c'est la honte, parce qu'en plus, il y a que des mecs qui m'entraînent et machin, on fait comment, on est tout là, à se regarder, vérifier, j'ai pas une tâche. Bon. Et puis, ben, maintenant, en tant que femme, j'arrive plus à supporter d'utiliser des produits chimiques et machin. Et puis en même temps, j'ai une démarche écologique parce que voilà, j'ai envie d'arrêter de polluer la planète. Bientôt, j'ai envie d'avoir un bébé. Il faut que je fasse attention à ce que je vais laisser à mon bébé, machin. Ok, super. Ah ouais, je comprends. Ouais, moi aussi, je suis un peu dans la même problématique que toi. Mais tu connais les culottes menstruelles? Et puis en fait, petit à petit, comme ça, les choses se discutent. Et en fait, on a commencé à construire les choses comme ça. Donc, on s'est engagé sur le sujet tabou des règles. Bim. Oh purée, ça me fait mal à la poitrine, ma brassière, elle me fait mal à chaque... Ouais, j'avoue, moi aussi, j'ai été athlète, ça me fait trop mal, tu prends des chocs, et puis en plus, leurs brassières, elles tiennent pas, machin. Putain, vas-y, viens, on aborde le sujet de la poitrine. Bim, dans le sport. C'est des choses qui sont pas traitées. Mais tu sais, c'est des trucs, mais c'est des trucs tout bêtes, mais c'est comme ça, tu vois. Et c'est pareil, et tous les partenaires qu'on a aujourd'hui, c'est tous les partenaires que je suis partie chercher, en fait, et convaincre. Parce qu'au départ, ils vont me dire, ouais, enfin, t'es mignonne, mais nous, on fait pas de judo, quoi. Ouais, je sais, mais je veux pas que tu fasses de judo, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ton champ d'activité qui est en corrélation avec ce qu'elle fait. Et le fait est que d'associer ton image avec la sienne, tu vois, ça va être bankable, mais je sais, c'est un pari que je te demande de prendre, mais tu vas voir que ça va être une réussite. Oui, bon, Et au final, maintenant, ils sont tous contents de dire, ah, on a Clarisse Agvenier, nous. Donc parfois, je les remets un peu, je fais, rappelle-toi comment ça a commencé. Nadia. Rappelle-toi. Mais oui. Et aujourd'hui, en fait, le rapport avec les partenaires, il est hyper fort parce que c'est pas un rapport uniquement contractuel, il y a un vrai rapport humain. Ça a du sens, quoi. Ah ben, donner du sens. C'est à un moment donné, si tu donnes pas de sens, tu comprends pas ce que tu fais, c'est du bullshit parce que c'est moche, en fait, le résultat. Alors que quand ça a du sens, quand c'est naturel, quand c'est vrai, bah, ça claque, ça passe, ça parle à tout le monde. Et du coup, là, tu t'occupes du marketing du truc, donc du fond et de la forme, pour trouver de l'argent sur des sujets qui ont du sens. C'est exactement ça. Et c'est marrant parce que cette quête de sens, en fait, ça a beaucoup de résonance avec ton histoire. Exactement. Donc ça, on va y venir. Et c'est pour ça que je voulais te faire parler d'où tu viens. Parce que tu viens pas t'as pas un profil standard, en fait. Non, pas tout à fait, effectivement. Alors, je viens des fins fonds du montagne du Durdura, en Kabylie, c'est dans le nord de l'Algérie. Et je suis née là-bas et j'ai grandi jusqu'à peu près l'âge de 8 ans et demi. Et j'étais principalement dans les jupons de ma grand-mère. Donc, j'ai grandi dans un foyer matriarcal, déjà. C'est peut-être mon côté féministe. C'est de là où vient mon côté féministe. Et puis, je suis arrivée donc, pour des histoires de famille. Je suis arrivée donc, en Bretagne, au fin fond de la Bretagne. J'étais la touche exotique du village à 8 ans et demi où je ne savais pas parler un seul mot de français. C'est comme ça, j'avais un rejet du français, pas comprendre pourquoi. Ah, le fin fond de la Bretagne, c'est Ploërmel, c'est ça? Ploërmel. Bah attends, maintenant, c'est une ville hyper hype. Là, à l'époque, personne connaissait Ploërmel. Et attends, Et donc... Et t'es arrivée avec tes parents? Oui, évidemment, je suis arrivée avec mes parents et je me suis construite au fil de l'eau, on va dire. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents quand ils sont arrivés en France? Alors, mon papa, c'est un intellectuel. Il sort de Centrale et c'est un grand mathématicien. Pour lui, les maths, c'est la vie. Il a bossé pendant très longtemps avec toutes les multinationales, les
sociétés pétrolières et autres. À un moment donné, il avait besoin il était à la quête d'un sens de sa vie et de pouvoir retransmettre. Et assez rapidement, il a enseigné les mathématiques. Il a voulu banaliser les mathématiques. C'est d'ailleurs lui qui m'a transmis la fibre mathématique. Mes frères et sœurs, ils ont dit « Niet, on veut pas entendre parler de tes maths, dégage !» Et puis voilà. Et puis ma maman, elle s'est occupée de nous. Hein. C'était déjà un gros boulot. Combien de frères et sœurs? On est 4 au total. D'accord. Donc à 8 ans et demi, tu arrives de Kabylie. Ouais. Et c'était pour le boulot de ton père, en fait, vous êtes arrivé en Bretagne? Alors mon père était déjà là. Et c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit on est mariés, on a des enfants, ça pourrait être sympa qu'on vive ensemble en fin de compte. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous ensemble en Bretagne. Et puis moi, mes parents sont de joyeux épicuriens. Ils se sont dit bon, voilà, 8 ans et demi, c'est quoi, c'est l'âge d'aller en CE1, allez, pouf, en CE1. Mais parce qu'en Kabylie, on parle pas français. Non, en Kabylie, on parle kabyle. Il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent arabe, il y en a qui parlent plein de langues. Et moi, je sais pas. Mes parents, alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils se sont tués à la tâche pour essayer de me faire apprendre le français. Mais pour Dieu sait quelle raison, je ne voulais pas en entendre parler. Je faisais un rejet de la langue, mais catégorique. Hein. Ouais, c'est embêtant, ça. Ah bah, c'était embêtant pour eux. Moi, ça va, j'avais aucun problème. Mais je savais parler kabyle, j'étais avec ma grand-mère, j'étais cool. Hein. Mais je voulais pas apprendre le français parce que pourtant, mes parents, ils ont eu une instruction 100% français. Et donc, c'est comme ça, tu sais, les enfants, et à un moment donné, quand ils veulent pas. Vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Parce que là, aujourd'hui, t'as aucun accent, quoi. Pour quelqu'un qui a démarré le français à 8 ans et demi, c'est quand même tard, entre guillemets. Ouais. Je sais pas, il y a que toi qui peux me dire si j'ai un accent ou pas. Bah non, mais t'as dû en chier quand même. Arriver dans un pays étranger sans pratiquer la langue. C'était pas... Ouais, alors ce qui était dur, c'était surtout quand t'es un enfant avec les enfants. Parfois, c'est compliqué parce que t'es un peu la bête de foire. T'es rejeté parce que t'es pas comme les autres. Et puis, t'as ton côté un peu atypique. Et puis, toi, t'es là, tu comprends pas pourquoi ce rejet. Et à un moment donné, tu te dis, bon, les gars, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Puis tu comprends pas réellement, c'est-à-dire qu'en plus quand t'arrives... Ah non, je comprends pas réellement parce que... Même la langue, quoi. Ah non, je comprenais rien. Encore, comment tu t'appelles? Bon, le rudimentaire, ça, j'ai compris. Et puis, pour l'anecdote, t'as des filles qui voulaient jouer avec moi, elles m'ont demandé quel âge j'avais et j'ai répondu oui, quoi. Donc voilà, ouais. Ça c'est la phrase anecdotique, ça c'était l'histoire. T'as quel âge? Oui. Non, mais t'as quel âge? Oui. Ben oui, c'est pas ta langue. Bah non, c'est pas ma langue. Alors comment t'as appris? Alors c'est pareil, c'est très anecdotique. J'ai appris grâce à Papa Schultz et les clubs Dorothée. Non mais c'est tout bête, mais quand t'es devant la télé, tu t'écoutes, après t'imprimes très vite. Bah, tu vois, t'as pas d'accent allemand. Ouais, je sais. C'est dommage. Ça aurait pu être intéressant. Et pour ceux qui connaissent pas, Papa Schultz, c'était une série qui se passait dans un camp de prisonniers en Allemagne. Exactement. Et le Schultz, c'était le chef de... Ouais, le chef du camp, qui était assez... Qui a un gros accent très forcé allemand. C'est ça. Et puis, t'avais ma mère aussi, quand même, qui était là avec le fouet pour me faire des cahiers de vacances, pour me faire apprendre la langue. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, c'était une belle connerie, finalement, de faire un rejet. Il faut peut-être que je m'y mette. Ah, surtout en Bretagne. Ah, surtout en Bretagne, ouais. Où tu faisais du français et du breton. Ah, et du coup, tu parles breton? Et non, je parle pas breton. Je parle anglais, espagnol, français, mais pas breton. Désolé, les gars. Donc voilà, et assez vite. En fait, l'année suivante, donc j'étais arrivée ici en mars 94. Et donc, du coup, en septembre 95, je suis rentrée, j'ai fait la rentrée comme tous les enfants. Et à l'époque, le système éducatif n'était pas aussi adapté comme aujourd'hui pour les élèves allophones, les étrangers, tout ça. Donc, j'ai été une nouvelle fois une bête de foire où on m'a mise en fait à cheval sur 2 niveaux, où j'étais en CE1 pour faire des maths, parce que c'est assez international. Et je faisais du français et j'apprenais à écrire en CP. Donc, j'étais jonglée entre 2 classes. Et comment ça se passe, ça, d'être avec des gamins de 6 ans quand toi t'en as 9? C'était un peu compliqué, mais le plus compliqué surtout, c'était justement de ne pas avoir une étiquette, tu vois. T'avais pas ta place, t'avais pas, en gros, tu étais en ballottement, quoi. T'as pas un statut au sein de l'école, et donc, encore une fois, c'est compliqué de s'imposer.
Puis il va pas y en avoir beaucoup en plus des étrangers à Plouarnel. Non, je te dis, comme je te dis, je suis la touche exotique. Et aujourd'hui, quand j'arrive et que je vois des personnes de couleur ou autre, je suis choquée. Je me dis, oh, dis donc, ça devient cosmopolite. Mais ouais, non, ouais, c'était une expérience qui a été très riche parce que ça m'a forgée au final et ça m'a permis aussi d'être la personne que je suis aujourd'hui, où je suis plus à l'écoute de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui viennent de parcours atypiques, de ceux des étrangers, etc. Bon, après, la culture de l'étranger, ça a été quelque chose que j'ai forgé à travers ma carrière puisque j'ai beaucoup voyagé aux quatre coins du monde. Mais le fait est que peut-être que c'est ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis plus à l'écoute de mon environnement et que j'ai tendance à être un peu comme un cœur d'artichaut quand je vois quelqu'un en difficulté, je monte vite au créneau, quoi. Et alors justement, dans cette éducation, là, il y a quand même une pression paternelle et familiale pour... Il y a un truc autour de la réussite quand même. Ah, ça pour être... ouais, mon père est assez élitiste en la matière. Pour lui, il faut réussir ses études, les études. Et la seule matière, c'est les maths, et point. C'est-à-dire que tu pouvais pas te retrouver à jouer ou autre. C'était une perte de temps. Ou regarder la télé, c'était une perte de temps. Et faire tes maths. Prends tes maths. Donc, c'était quelque chose sur laquelle, ouais, les maths avaient bercé ma jeunesse. Jusqu'à très longtemps, puisqu'au final, j'avais fait même une licence de mathématiques. Et après, j'ai commencé à m'émanciper en disant, bon, il n'y a pas que les maths. Mais oui. Et puis, d'ailleurs, de tous mes frères et sœurs, on a tous fait un bac scientifique, parce que pour lui, c'était le bac qui permettait d'être dans la parfaite réussite. Mais après, on avait aussi la culture quand même de la gagne, parce qu'au final... si t'as pas l'esprit de compétition et l'envie d'aller plus haut, tu peux prendre n'importe qui, le fouetter autant que tu veux. À un moment donné, ça se casse, quoi. Donc, ouais, c'était ça. Mais après, c'était aussi la culture que ma grand-mère m'a inculquée. C'est-à-dire que parfois, comme toute personne, on a tous des rêves, des envies. Et à un moment donné, tu dis, oh purée, c'est difficile, ça va être compliqué, vas-y, j'abandonne. Elle a tendance à m'expliquer en me disant, oui, c'est difficile, très bien. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à le faire? La réponse est oui. Bon, bah alors, tu peux le faire. Voilà. Et cette culture, justement, pas de la compétition, mais de la performance, toi, effectivement, tu as adopté le modèle et tu l'as poussé. Et parmi les frères et sœurs, ça a plié aussi ou ça a cassé? Ouais, ça a plié. Ça a plié. Il n'y a que le petit dernier, mais ça, c'est les nouvelles générations où à un moment donné, il faut, bon, je fais ce que je veux, non? Mais sinon, ouais, on a tous suivi. C'est assez rigolo que tu soulignes ça. On a tous suivi parce qu'au final, sur nous 4, on a été 3 à faire du sport de haut niveau en judo. Et plus on avance dans le temps, et plus ils ont été meilleurs. Donc, in fine, c'est ma sœur qui a été la plus performante de nous tous. Et dans nos études, c'est pareil. Alors moi, j'ai créé mon propre parcours en termes de parcours académique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'aménagement entre le sport de haut niveau et les grandes écoles. Mais mon frère a fait Sciences Po Paris en finance et stratégie. Ma sœur, elle est chez Schema Business School. Enfin, voilà, c'est vraiment les grandes écoles, le côté élite, grande performance, toujours à la quête du plus, en fait. Ah, donc ça a marché, quoi. Ça n'a pas créé ça finalement, a pas cassé dans le... bien joué. Du coup, tu me fais comprendre que mes parents ont été très malins, finalement. Mais c'est pas rare de se retrouver avec un gars qui part en Jamaïque pour fumer des pédos et avoir des cheveux comme ça, avec une pression parentale qui du coup devient insupportable pour certains membres de la famille, quoi. Ouais, non, là, chez les Ben Abdelwahid, tu trouves pas ça. Mon petit frère, le dernier, qui a 20 ans, il est plus cool, Raoul, et du coup, ça nous agace tous, c'est rigolo. Mais le fait est qu'il fait son parcours, tu vois, il avance. Il joue du djembé? Non, non, il fait pas de djembé. Il fait des maths, par contre, lui, il a pris la fibre mathématique, mais il est plus... non, mais c'est la théorie du moindre effort. Tu vois, mais pourquoi tu fais ça alors que tu pourrais juste faire ça? Ben, peut-être parce que tu as envie d'être plus efficace pour la suite. Oui, mais... Et là, ça t'agace parce qu'en plus, il est très mou, très au ralenti, tu fais... Et comment t'en es arrivé au judo? Parce que du coup, du coup, ça embraye dans les premières de la classe. Et ouais, très vite, ouais, j'ai commencé à embrayer. Et alors, bon, j'étais assez hyperactive, donc j'ai fait beaucoup de sport. Et j'avais un grand intérêt pour le hand à l'époque. Et mon père me disait, non mais toi, il faut que tu fasses un sport individuel et de combat, il faut que tu évacues, quoi.
Et moi, je disais, non, je veux pas en entendre parler du judo, c'est un sport de garçon, je suis très bien comme fille, tu vois, le côté féministe était déjà assez rebelle à l'époque. Et je dis, non, je veux pas, je veux rester une fille, j'aime bien être une fille. Alors que mon petit frère, celui qui m'a suivi, il a fait du judo, c'est lui qui voulait faire du judo. Et un jour, on est parti le chercher, et mon père m'a embrouillé pour que j'aille avec lui, et on est rentré au dojo, et là, je vois une nana, une grande nana, hyper classe, avec sa ceinture noire, c'est le côté un peu fantastique que tu vois dans les dessins animés, genre avec les lumières et tout, tu fais, waouh, il est trop fort comme il a fait ça, quoi. Tu te dis, waouh, j'aimerais bien être comme elle, et puis il a fait, pouf, allez, vas-y, on va faire une séance d'essai, et après, ça a vite pris, en fin de compte. Qu'est-ce qui t'a plu dans le... Qu'est-ce qui m'a plu? Parce que le judo, le principe, c'est de prendre l'autre et de le secouer assez fort pour qu'il finisse le dos au sol. Ouais, tu résumes les choses assez rapidement, mais c'est ça, effectivement, l'idée, c'est justement en fait, c'est le judo, quand tu regardes bien, c'est un jeu d'équilibre et de déséquilibre. À un moment donné, l'idée, c'est de jouer avec la force de l'autre pour la retourner contre lui, tout simplement. Donc ça, c'est la première des choses qui m'a plu. Et puis moi, c'est le côté stratégique, parce que, on va pas se raconter de mytho, hein, j'étais pas une technicienne. Hein. Moi, j'avais envie de gagner, et t'avais le côté sport de combat. Fallait y aller, quoi. Alors au début, parfois, donc je voulais vraiment monter en puissance en termes de résultats, donc je m'entraînais beaucoup, je m'entraînais tous les jours, avec des adultes, des garçons, etc. Et puis parfois j'étais un peu gênée parce que c'est vraiment un sport de contact, tu vois. Hop, je te mets la main à la cuisse pour essayer de te retourner. T'es là, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, mon père, il m'a attrapé, il m'a dit, viens par là, je vais t'expliquer. Fait ici, il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles, il n'y a que des judokas, donc t'arrêtes de te tortiller dans tous les sens et vas-y. Je suis purée, c'est pas con ce qu'il dit. Et après, j'y suis allée, tu vois. Et mes meilleurs sparring partenaires, c'était des gars. Parce que j'y allais, quoi. Et puis, en fait, l'idée, c'était de retirer le côté sexuel de la chose, et qu'en fait, effectivement, on n'est que des judokas. Et d'ailleurs, l'abus de langage, aujourd'hui, de la langue française, on dit judoka et judokate, mais c'est archi faux, c'est pas bon. On parle de judoka, point. Puisqu'il n'y a pas de genre et de nombre en japonais, donc ça n'a pas de sens. C'est tout à fait ça. Voilà, merci beaucoup. Très agréable de parler avec toi. donc voilà, et donc assez vite, j'ai été en fait dans le côté combat. Je me bats, je veux gagner. Peu importe, mais je veux gagner. C'est tout ce qui m'intéressait. Et ça vient d'où cette rage-là de dire je vais le casser en deux parce que je veux gagner C'est quoi gagner? Ça représente quoi gagner en fait? Une fois qu'il est soumis avec une clé de bras, on dit aïe 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 aïe, qu'est-ce que t'as accompli? Là, c'est rigolo, mais c'est peut-être le côté, la culture de l'art martial que j'avais peut-être ancré en moi sans vraiment m'en rendre compte, parce que dans les arts martiaux, t'en as deux qui rentrent sur la surface, il y en a qu'un seul qui ressort vivant. C'est très violent, je sais, je l'entends bien, mais le fait est que, à un moment donné, c'est toi, t'es dans un duel. Et au final, c'est toi qui sors victorieux de ce duel. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et après, moi, j'avais le côté stratégique, c'est-à-dire que je me faisais éclater pendant tout le long du combat, et à un moment donné, je retourne la sauce de mon sens, tu vois. Et ça, je rendais fou tout le monde d'ailleurs sur ça, parce que j'avais une bonne condition physique, je me faisais démonter pendant 3 minutes 30. Et 30 dernières secondes, paf! Alors, pour préciser, ça dure combien de temps Un combat de judo, ça dure 4 minutes. Pas plus, pas moins. Ouais, alors, attends. Moins si, mais... moins. Et plus, si personne ne marque, ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps parce que t'as ce qu'on appelle la mort subite. Donc, c'est comme mais non, mais c'est comme, tu sais, le but en or. C'est plus compréhensible dans le foot parce que c'est plus populaire. C'est-à-dire que c'est le premier qui marque qui gagne. Oui, puis ça s'appelle but en or, pas mort subite. Alors, si mort subite dans un art martial, en général, on emploie le terme anglais golden score. Mais alors, golden score, est-ce que tout le monde comprend ça? Je sais pas, mais mort subite, il comprend. Tu touches, tu meurs, t'as perdu. Exactement. C'est game over. Et du coup, oui, on parlait de tes techniques de judo, et globalement, il y a plusieurs façons de gagner au judo. Exactement, il y a plusieurs façons de gagner au judo. Soit tu arrives à mettre à plat dos et vite ton adversaire, c'est-à-dire que tu marques ippon, donc là c'est la mort
très sèche. Soit tu arrives à avoir un ascendant en termes de points et tu arrives à garder ton ascendant en termes de points jusqu'à la fin du temps imparti, des 4 minutes. Ou sinon, tu arrives aussi à le mettre down en le prenant en immobilisation. Sinon, tu as des techniques d'abandon, clé de bras, étranglement. Et puis après, tu as la mort subite. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à nous départager au bout des 4 minutes. Et là, c'est le premier qui marque qui gagne. Et ça dure autant de temps qu'il faut Ça peut durer une éternité. Si tu as envie de te faire une petite idée sur l'histoire, va voir le dernier combat, la dernière finale des championnats du monde de Clarissa Agbenienou. Ça a duré 16 minutes. Tu as des ascensions émotionnelles, tu m'en donneras des nouvelles. Parce qu'en fait, tout ça, c'est une simulation de guerre, en fait. Et le judo, qui a été... Alors, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais pour moi, il a été inventé justement pour rendre plus soft les arts martiaux et pouvoir les populariser. Mais à la base, quand tu as le dos au sol et que tu es combattant, c'est que tu as pris une épée dans le bide ou... Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est qu'à l'époque, tu avais les samouraïs qui se battaient avec justement des armes. Mais on pouvait pas continuer indéfiniment comme ça parce qu'il y avait vraiment, c'était trop violent et il y avait trop de morts. Et Jigoro Kano, qui est le précurseur, c'est lui qui a créé le judo. L'idée, c'était justement de travailler qu'en fait, en français, en fait, le judo, on le traduit de façon très grossière, la voie de la souplesse. Quand l'idée, en fait, c'est de jouer sur la force de l'autre pour pouvoir le retourner. Et donc, il a adapté les techniques d'attaque des samouraïs de sorte à ce que ce soit moins dangereux et donc on garde quand même le côté martial. Parce que ça descend de l'aïkido en fait. Ouais, de l'aïkido, du jujitsu, enfin du sport de combat. Qui étaient des techniques pour tuer. Exactement. Voilà, donc, et c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, il reste quand même un côté ancestral dans le judo puisque tu as tout ce qu'on appelle les katas, où tu as des répétitions de techniques justement qui viennent des techniques de combat, d'attaque des samouraïs tout simplement. C'est-à-dire que toi, une attaque, tu réagis à l'attaque pour le neutraliser. Oui, parce que les gars, en fait, les samouraïs avaient des épées et des chevaux, et puis par contre, les pauvres types après qui ils couraient, eux, ils avaient rien. Parce que c'est tout à fait ça. C'est le 15e, 16e siècle, les armes étaient interdites dans les villages au Japon. C'est ça. Il y avait un couteau, je crois, au milieu du village qui était attaché à un endroit, et c'était pour bosser. Et du coup, voilà, si on ne l'avait pas en une fois, le gars avec l'épée, ça se passait mal derrière. C'est tout à fait ça, t'es dans la merde, c'est fini. Donc c'est pour ça que du coup, au judo, on met les 2 épaules au sol, c'est cuit parce que... Voilà. Ça y est, c'est fini. Et puis les points, après les points, c'est plus des blessures non létales, et puis on s'en échange, et celui qui a le plus et celui qui a le plus de blessures a perdu. Ouais, à la fin, voilà. C'est un parfait résumé. Tu mourras enseignant plus tard. Moi, je m'en vais. Voilà, je te laisse agoniser, moi j'ai d'autres choses à faire. Et il y a aussi la pénalité, tu me disais, alors là... C'est ça, alors la pénalité, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que quand tu refuses le combat et que tu fuis le combat, c'est quelque chose qui, dans les arts martiaux, normalement, en théorie, ça n'existe pas. Tu ne peux pas refuser ou fuir le combat. Donc à un moment donné, ça dénature l'activité. Donc il y a un arbitre qui est présent pour dire hey, t'es pas dans les règles là, parce que vous vous êtes mis d'accord pour vous affronter, tu l'affrontes. Donc à partir du moment où tu recules ou que tu es en position de défensive exagérée ou que tu fuis et tu sors de la surface de combat en train de courir pendant que l'autre il court derrière. Ouais, et là ils te disent maté, stop, et non, c'est pas bon. C'est pénalité numéro 1, pénalité numéro 2, 3e pénalité, tu dégages. C'est comme si tu avais déclaré forfait, tout simplement. C'est une symbolisation du déshonneur? Oui, je pense. Ouais, c'est possible. Si tu pousses vraiment le côté symbolique, oui, je pense que c'est une symbolisation du déshonneur. Ou alors, c'est vraiment t'as fauté et t'es vraiment purée, t'as enchaîné 3 fautes d'affilée. C'est qu'il faut y aller, hein, quand même. Et toi, justement, alors, parce que j'explique tout ça parce qu'on voit bien la symbolisation et puis ce que ça peut représenter pour les gens qui sont judokas dans l'âme et qui sont nourris avec les Tao, avec les bouquins. Et toi, tu arrives là-dedans et tu dis, non, mais moi, je veux éclater des têtes, quoi. Je veux gagner. C'est ça. Moi, c'est... je suis arrivée, je maîtrisais... Enfin, franchement, c'était assez anecdotique, mais mon démarrage au judo, parce que je suis arrivée, donc j'ai dit, je vais être championne olympique. Et je n'y connaissais rien, mais je voulais être championne olympique parce que c'est les Jeux, quoi. C'est l'effervescence des Jeux olympiques. On a tous un peu vibré dans les Jeux olympiques. Et à un moment donné, je dis à ma prof principale en 4e, j'ai dit, bah voilà, moi je vais être championne olympique et je vais être chef d'entreprise. Et ouais, convoque mon père en disant, votre fille, elle a un problème, je sais pas ce que vous lui avez raconté, mais elle me dit des bêtises là. Et mon père...
reste quand même assez un peu fou aussi. Elle dit, bah, écoutez, si ma fille veut faire ça, elle fera ça, c'est tout, c'est comme ça. Et dans la famille, on n'est pas très capricieux. Nos parents nous laissent le choix de décision de ce qu'on veut faire. Mais par contre, va jusqu'au bout, t'as pas le choix. Que tu le veuilles ou non, tu y vas jusqu'au bout. Et donc, très vite, on a regardé comment ça fonctionnait. Et je savais qu'il y avait un pôle France à Rennes de judo. Et je me suis dit, bah, pour prétendre à être championne olympique, il faut que j'aille dans une structure de haut niveau. Et là, j'arrive avec mon père et je rencontre un monsieur qui s'appelle Serge de Coster, qui est hyper charismatique. C'est un gars, c'est la force tranquille, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit de te regarder, t'es là, tu te fais pipi dessus, quoi. Non, mais sérieux. Et j'arrive, je lui dis, bah voilà, on est à mi-jour des Jeux Olympiques. Si on fait un peu chaque jour, eh ben, je peux être championne olympique avec toi, tu vois. On fait un travail de team. Et le gars, il me regarde en me disant, mais il a dû se dire à ce moment-là, soit elle est folle, elle est complètement tarée, on va lui expliquer comment ça marche, soit elle a quelque chose, quoi. Très vite, il m'a dit, est-ce que tu as ton kimono pour me faire passer des tests, pour voir de ce que Ça faisait combien de temps que tu faisais du judo, là? C'est là où c'est assez ridicule, ça faisait 6 mois. Donc ceinture blanche, voire jaune. Ouais, j'étais jeune orange, parce que j'avais passé vite les échelons, tu vois. À 13 ans, quoi. Ouais, mais sauf que les mecs qui arrivent sur le pôle France, ils sont ceinture marron ou noire, tu vois. Moi, j'arrive avec ma ceinture jaune orange, qu'est-ce que tu fais avec ça là-dedans, tu vois. Et qui me fait, bon... on arrive, il fait bon, bah, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Je le regarde, je dis, bah. Une petite projection. Mais même pas, j'y arrivais même pas, purée, je savais même pas tourner le dos. C'était super compliqué, c'est à peine si j'arrivais à faire une roulade. Enfin, c'était complètement fou, quoi, mais j'avais envie. Et à la fin, bah, bon... Tu connaissais rien, en fait, faut le dire ce qu'il en est. Non, j'y connaissais que dalle. Va faire 6 mois de judo et tu me dis ce que tu sais faire après. Viens, on fait un checkpoint à ce moment-là. C'est pas possible. J'ai tombé. Ouais, je sais tomber. Et voilà. Et encore, parfois, tu n'y arrives pas à retenir ta tête. Donc, du coup, tu as des chocs. Donc, c'est complètement fou. Mais par contre, d'un point de vue condition physique, j'étais bonne. Ça, je le savais et j'étais déterminée. Et donc c'était rigolo parce que comme on était sur la fin de l'année, je suis restée du coup sur la séance d'entraînement parce que je pouvais pas fuir, si tu comprends. Et on avait fait un foot pour s'échauffer, mais là par contre je leur rentrais dedans, j'en avais rien à faire qui était en face de moi, qui était qui, enfin je m'en foutais quoi, je leur tirais dessus, machin, je leur cognais, Et de là, on s'est dit bah vas-y, je vais lui donner sa chance. À l'échauffement du judo, vous faisiez un foot? Ouais, on coupe en deux le groupe et puis on se fait une séance de foot. Bon, c'était du foot mido parce qu'on respectait pas du tout les règles. On se tapait dedans, on se faisait tomber, on respectait pas les hors-jeux, les machins. L'objectif, c'était que le ballon rentre dans le corps de l'autre. C'est tout. C'était la seule règle. Par force, si nécessaire. Surtout avec force, en fait. Et là, mais après, vous avez fait un entraînement quand même, parce que dans des clubs oui, comme ça, après, dans des centres comme ça, ils prennent ouais. pas les gens. Non, non, bah non. Ah bah non. Après, moi, j'avais fait des tests. Ils m'ont fait quand même. Ils ont vu quand même que j'avais un certain potentiel. Sinon, mais t'as dû voler dans tous les sens quand ils t'ont confronté à des purée, gens... mais t'as même pas idée. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais te dire toutes les toiles d'araignée qu'il y avait au plafond. Et tu sais, au judo, quand tu fais les entraînements, parfois, tu peux un petit peu tricher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ta séance, quand t'es vraiment dans le down, tu vas chercher la nana que tu sais que tu vas retourner tout le temps parce que c'est facile, quoi. J'étais un peu cette nana, je pense, au départ. Mais au fur et à mesure, en fait, j'étais un peu comme une éponge, quoi. Je captais les trucs. Puis j'avais une équipe de super mecs qui étaient derrière moi, qui m'ont accompagnée. C'est-à-dire que t'avais des gars comme, quand j'y repense, des Laurent Comanet qui étaient là, qui essayaient désespérément de m'apprendre une technique d'épaule, qui essayaient de me faire Ippon Suenage, donc il fallait que je tourne et en même temps j'embarque avec mon épaule. Et j'ai trouvé un juste milieu où je faisais Ippon Ko, c'est-à-dire qu'en fait j'engageais le bras comme si je voulais tourner pour faire tomber mon adversaire, je m'arrêtais au milieu, puis je faisais un croche-patte et bim. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai gagné, j'étais championne de France et que j'ai réussi à gagner toutes mes compétitions sur toute l'année. Tous les combats que je gagnais, c'était avec une seule et unique technique, celle-ci. Et les nanas n'arrivaient pas à trouver de solution. Ou alors j'y allais au sol et j'arrivais à trouver une technique d'immobilisation, d'étranglement ou de clé de bras. Bah attends, là on était au centre déjà où tu te pointes avec 6 mois de judo, vous faites un foot et le gars il se dit bon elle a envie. Ouais. Et après, dans l'entraînement pour voir si t'as le niveau, il voit que tu voles à travers toute la pièce. Je me fais éclater mais j'y vais. Et pourquoi il te prend alors? Parce que j'y vais, parce qu'ils savent. Que tu te relèves? Ouais, parce qu'ils voient la détermination, parce que je me fais défoncer et que je suis pas là en train de chialer, mais que malgré tout je vais chercher les plus fortes. Ah oui, en plus, tu allais chercher les claques, quoi. Ah bah oui. mais non, mais par contre, j'avais une certaine chose qui était intéressante. Peut-être que c'était ça mon point fort, c'est que je savais qui étaient les meilleurs
et que mon objectif, c'est que pour pouvoir m'améliorer, il fallait chercher les meilleurs, épuiser les connaissances des meilleurs. C'est ça l'histoire en fait. Ça, c'est intéressant, c'est une belle leçon parce qu'en réalité, parmi beaucoup de gens donc, qui ont réussi des choses qui paraissent inaccessibles, à la base, souvent ou assez régulièrement, c'était des blancs-becs qui sont allés voir en fait des gens qui étaient C'est ça. beaucoup plus haut. Et ce qu'ils ont attiré, c'est la sympathie par la détermination et on a vu, comme tu dis, un potentiel quoi. Mais c'est exactement ça. Parce que là, t'es pas du tout crédible en fait, faut non, le dire. Ah non, mais attends, mais je ressemblais à rien. Il faut que je retrouve des photos. Mais c'était déjà j'avais une coupe complètement hallucinante. J'avais un kimono, c'était totalement chiffon. Ma ceinture qui montait à la poitrine, ridicule de A à Z. C'est-à-dire que c'était tartuffe, quoi. Mais j'y allais. Et par contre, à côté de ça, d'un point de vue physique, j'étais, franchement, sans avoir la grosse tête, j'étais très bonne. C'est-à-dire que tu avais des bonhommes, des mecs qui étaient hyper stock, champions de tout ce que tu veux. Je les éclatais en pompe. C'est trop marrant, on avait fait une course de 8 km. C'était la tradition. Et je les ai tous dégommés. Et par moments, j'arrivais. Je dis, pardon les gars, je voudrais passer. Et les mecs, t'as cru quoi? T'as cru qu'on allait te laisser passer? Mais tu nous prends pour qui? Puis à un moment donné, j'arrive à trouver la brèche pour pouvoir me faufiler. Et je suis arrivée dans le top 10, tu vois. J'étais la meilleure fille. Mais je me faisais éclater à l'entraînement, quoi. Ouais, mais ils ont vu ça, quoi, un fond physique et l'envie, quoi. Et ça, de toute façon, quand t'as un bon fond avec de la détermination, tu peux faire ce que tu veux. C'est ce que me disait ma grand-mère. Si t'as envie, tu peux le faire. C'est tout. Donc j'ai appliqué la règle. Et alors au centre, après, qu'est-ce qui se passe? Au centre, tu rentres au centre, déjà, tu te dis, ça y est, je suis bénie? Eh ben même pas, hein. Je suis arrivée, j'ai dit, putain, qu'est-ce que je fais là? C'était dur parce que même là, j'étais encore un petit peu la bête de foire parce que, comme tu as pu le constater, du coup, j'ai cumulé un certain retard en termes scolaires. Donc ceux qui avaient mon âge, eux, étaient déjà au lycée. Moi, j'étais encore au collège. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de section au collège. Et donc de là, mon père, il a été quand même très fort sur ça. C'est qu'il a trouvé des solutions. Il m'a réussi à m'inscrire dans le collège à côté du dojo. Il n'y avait pas de place à l'internat là où étaient les filles au lycée. On m'a trouvé une place dans un autre internat, dans un lycée technique. Donc c'était pareil, le choc des cultures. Parce que on peut dire ce qu'on veut, hein, j'étais kabyle, tout ça. Mais moi, j'avais pas la culture de l'étranger. En tout cas, de l'immigration, si tu veux. Je suis arrivée à Rennes. Déjà, pour moi, c'était la grande ville, de 1. Et de 2, j'ai découvert, en fait, le côté éclectique. J'ai découvert les Noirs, les Arabes, les Kurdes. J'insiste bien sur ça parce que c'était un gars, il était avec moi en 3e, il avait 18 ans, il a insisté sur la culture kurde. Moi, j'étais choquée. 18 ans en 3e? Ouais, tu sais, c'est un réfugié, quoi. D'accord. Et donc, voilà, t'avais de la guerre entre les Turcs et les Kurdes. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. C'est quoi ces trucs? Tu sais, c'est des trucs qui me dépassent. Puis nous, à la maison, on avait, comme je te disais, j'ai grandi dans un foyer matriarcal. Donc, c'était ma grand-mère, la patronne. Et surtout, elle a imposé très vite l'égalité des sexes et la liberté de choix. Donc, ils se sont dit, bon, on va leur expliquer les bases fondamentales des 3 religions monothéistes. Et puis, bon courage à vous, les gars, choisissez, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a jamais rien imposé. Et donc, moi, j'arrive et je vois tous ces déchirements. Je me dis, purée, c'est quoi tout ça? Où est-ce que je suis, quoi? C'est l'anarchie, c'est la jungle. Et au-delà de ça, je devais m'entraîner, je me faisais éclater, mais j'étais pas tout à fait intégrée dans le groupe parce que j'étais pas en cours avec elle et j'étais pas à l'internat avec elle. Et tout ça cumulé, mais malgré tout, j'y allais, tu vois. Parce que j'ai trouvé... Il y avait des problématiques, il fallait que je trouve les solutions aux problématiques. Je les ai trouvées, donc j'ai assumé ma responsabilité de mon choix, tu vois. Donc c'est je pense que c'est tous ces éléments-là accumulés qui ont fait que ils m'ont dit bon vas-y on va lui donner une chance, elle a l'air un peu tarée, déterminée quand même. Parce que tu étais en filière générale, mais par contre tu allais dormir et passer du temps avec les gens qui étaient en filière technique. Exactement. Et il y avait les entraînements. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que je dormais à l'internat Jean Jaurès où c'était un lycée technique où ils faisaient de la mécanique et je crois de la menuiserie. Avec une ambiance un peu compliquée. Une ambiance spéciale. Mais en même temps, t'as vu, moi aussi j'étais spéciale, donc entre spéciaux, on s'entendait plutôt bien. En parallèle, je devais me lever pour aller au collège dans une ambiance très spéciale aussi. Et c'était rigolo parce que comme je faisais du judo, je remettais un peu en question, on va dire, la suprématie de certaines personnes dans le collège. Tu vois, t'avais des gars, c'était les boss.
Mais du coup, leur grand pouvoir était un peu remis en question parce que je faisais du judo et c'était marrant. Parfois, dans la cour, on me dit ouais, à la sortie, je vais t'éclater ta gueule. Je dis ok, super, bah moi aussi, je vais te l'éclater. Alors que j'étais une petite crevette, tu vois, je faisais 48 kilos, je la regardais comme ça et c'était assez marrant. Et en même temps, je devais aussi aller à l'entraînement et me faire dégommer par des gens qui connaissent la culture du judo, qui sont déjà ancrés dans le milieu et qui se connaissent même entre eux, tu vois, parce que moi, je débarque, je connais rien ni personne. Et c'était aussi ma force parce que quand j'arrivais en compétition, je savais pas qui était en face de moi, quoi. Donc j'y allais, m'en fous, allez hop, peu importe qui vient, on y va à go. Donc c'était assez anecdotique. Et non, et puis tu me racontais aussi, c'est assez intéressant que toi, du coup, dans les championnats, parce que là, tu prends du poil, Ouais. tu prends C'est ça. visiblement la technique pas trop, mais Ouais, bah, je comprenais les règles. Alors, déjà, moi, j'arrivais en compétition, mon objectif, c'était pas de faire une belle technique ou de marquer hippon, c'est-à-dire le top point. Mon objectif, c'était de gagner. C'est-à-dire que j'étais une compétitrice. Quand tu es compétiteur, ton objectif, c'est de gagner. On te demande pas comment tu as gagné. La seule chose qu'on retient, c'est qu'à la fin, tu as gagné. Donc, stratégiquement, j'utilisais toutes les palettes qui étaient offertes à moi. C'est-à-dire que autant je pouvais gagner avec une technique en marquant hippon, autant je pouvais gagner en faisant monter les pénalités. J'avais aucun problème avec ça. alors que les autres, du coup, eux, ils avaient plus de scrupules par rapport à ça. C'est pas Quoi. qu'ils avaient plus de scrupules, mais c'est-à-dire que concrètement, ils avaient tendance à apporter plus de crédit parce qu'ils avaient marqué avec hippon et qu'ils avaient gagné comme ça, alors que moi, j'avais gagné en pénalité. On s'en fout, quoi. Ouais. Et ça, du coup, ça t'a. À un moment, tu me racontais que ça t'avait un peu desservi dans un championnat clé. Ouais, ça m'avait un peu desservi, ouais, parce que moi, la seule chose que je voulais, c'était faire du judo et de combattre et d'avancer, quoi, parce que c'était un kiff. Parce que par contre, il faut savoir une chose, c'est que mon père m'a toujours rappelé à l'ordre en me disant non, t'es pas en sport-études, hein, t'es en études et sport. C'est-à-dire que le mec, il te change la formulation juste pour te faire un lavage de cerveau en disant oh, priorité études d'abord et ensuite le sport, ok? Et après mon titre de championne de France, je m'étais fait opérer à l'époque de l'appendicite et j'avais gagné en ayant une hernie parce que ça avait tout pété. Alors, une dernière. Attends, parce que ça, faut raconter aussi quand même. Ah, bah alors, attends, qu'un jour, je vais courir. Et j'étais très au ralenti. Mon père me dit, putain, c'est quoi ce chrono? T'es au ralenti. Parce que mon père me suit tout le temps. Il dit, ah, je sais pas, j'ai mal au ventre, je sais pas. J'étais plus en 10, quoi. Et donc, on va à l'hôpital. Et en fait, j'avais une appendicite aiguë, mais infection grave, quoi. Donc, du coup, on m'opère en urgence. Sauf que j'étais à une semaine des championnats de France. Et j'ai dit, oh, non, je suis sélectionnée pour les championnats de France. C'est mort, j'ai loupé pas ça. On me garde à l'hôpital et puis je sors de là, je vais m'entraîner, je fais ma préparation pour le championnat de France. Sauf que j'étais avec mes fils, quoi. Que j'étais pas censée reprendre. Et donc je fais mon championnat, je passe les tours. Et puis j'arrive en finale et je regarde mon entraîneur, je suis purée, j'ai mal au ventre et tout. Regarde, c'est bizarre, j'ai une boule. Et c'est quoi cette boule? Bah c'est tous les fils qui avaient pété de l'intérieur. J'avais une hernie, quoi. Mon appendicite a explosé. Et il me dit ouais, t'auras mal après ton combat. J'ai eu mal après mon combat, effectivement, parce qu'il fallait que je ravale la douleur et j'y aille. Et donc, j'y suis allée. Et alors, c'était rigolo sur cette finale parce que je marque, mais l'arbitre donne le point à l'autre. Ça me fait péter un plomb. Et je dis, puisque c'est comme ça, puisque t'es contre moi, bah, je vais lui faire péter un plomb à elle. Donc, je vais faire monter les pénalités. Tu vas la disqualifier toi-même. Et c'est comme ça que j'ai gagné. Ouais, donc, à la street, quoi. C'est. Et ça, c'est pas passé. Non, c'est pas passé parce que, tu comprends, j'ai été championne de France en gagnant par pénalité et que j'ai exulté ma joie, tu vois. Et que, bah non, pourquoi t'exultes ta joie parce que t'as gagné par pénalité, quoi. C'est de la merde. C'est un peu ça l'argument, tu vois. T'as pas gagné par le geste exceptionnel. Et tu te dis, putain, bah, je m'en fous, je suis championne de France quand même, tu vois. Mais de façon déshonorante, quoi. C'est ça que ça sous-entend. Bah, quoi. c'est ce que eux sous-entendent. Mais moi, j'aurais dit, je m'en fous là de tous les puristes. Là, c'est pas mon problème, les gars. Je sais une chose, c'est que je suis sur la plus haute du podium, mais pas vous. C'est tout ce que je sais. Et donc, ouais, c'était assez marrant. Et puis, bah, de fil en aiguille, quand je reviens après ma deuxième opération,
Parce que du coup, ils te réopèrent parce que ça a vraiment tout éclaté, quoi. Ah oui, ça a vraiment tout éclaté. Et tu t'es fait engueuler par le toubib, quoi. Oui, parce que du coup, il m'a gardé hospitalisé pour une semaine, me disant, moi, je suis sûre que tu vas garder les fils une semaine. Ah, te jure, mais j'en ai fait des trucs, purée. J'en ai fait subir des choses à mon corps aussi. Parce que c'est juste les viscères qui étaient en train de sortir, quoi. C'est exactement ça. Voilà. J'avais l'impression de me transformer en garçon. J'avais l'impression d'avoir un testicule, quoi. Mais non, mais tu le voyais à travers le pantalon. C'était fou, quoi. Tu te dis, mais putain, mais c'est quoi ce truc? Et là, on te dit, te fais pas, t'auras mal après, quoi. En même temps, il savait pas de quoi il s'agissait, mais c'est parce que aussi c'est le côté l'art martial, tu vois, c'est la notion du combat, c'est t'y vas, après c'est comme ça que j'ai été aussi éduquée, tu vois, c'est tu montres pas de marque de faiblesse à ton adversaire. Et c'est pour moi la règle ultime que j'ai gardée, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que quoi qu'il en est, peu importe ce que tu fais, tu montres pas tes émotions parce que c'est une marque de faiblesse. Moi, c'est ce que j'en ai tiré des arts martiaux. Et une fois en championnat, j'ai perdu, j'ai commencé à chialer, mon entraîneur m'a attrapé, il m'a dit tu chiales pas devant tes adversaires, tu vas chialer dans les toilettes. Et donc j'ai fait non c'est bon, je chiale plus. Et donc c'est ça, et il a raison, parce que si tu remontes vraiment dans le côté ancestral des arts martiaux, après c'est aussi mon côté réflexion personnelle et entre guillemets philosophie, si je peux me permettre, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais la guerre, le seul moment où l'autre peut t'avoir, c'est quand il trouve ta faille, ton point faible. Nous, on peut dire ce qu'on veut, on est des êtres humains, on est remplis d'émotions. À partir du moment où on arrive à trouver ta faille émotionnelle, t'es foutu, quoi. Et donc pour moi, c'est ça. C'est tous les jours, c'est un combat. Et le combat, c'est il faut être droit dans ses bottes et donc ne pas montrer le côté tes émotions. Ça a été mon point faible pendant longtemps d'ailleurs. Du coup, t'es réopéré. Ils remettent tout le bordel à l'intérieur. C'est ça. Je reste un peu plus longtemps. Ils t'attachent au lit. C'est ça. Et très vite, je reprends et on me dit, ouais, Nadia, pour préparer pour la suite de la saison, tu veux pas faire une compétition? On te surclasse en junior et tout. Je fais, ouais, vas-y, allez, on y va. Et j'arrive et ça a été assez mémorable cette compétition. C'est marrant parce que je pense que ça m'a marqué, mine de rien, au fond de moi. C'est que j'arrive, premier combat, je tombe contre la championne de France en titre, donc mon aînée championne de France. Donc c'est-à-dire que c'est mon alter ego, mais dans la catégorie supérieure en termes d'âge, quoi. Moi, je savais pas qui était cette nana, franchement. Et ils t'ont surclassé, c'est-à-dire parce que normalement à la boxe, il y a les poids légers, les poids moyens, les poids lourds, mais un poids léger contre un poids lourd, il se fait défoncer, quoi. Oui, mais là, en fait, je te parle de surclassement en termes d'âge. Ouais, mais ils sont plus gros que toi, les gars. Enfin, s'ils ont 2 ans de plus. Elle est plus âgée que moi, donc elle a plus de maturité que moi, mais on fait le même poids. D'accord, ok. Donc c'est-à-dire que moi, j'avais 16 ans, elle devait en avoir 18, tu vois. Parce que, en fait, au judo, jusqu'à un certain âge, on laisse un petit peu les gens grandir, avoir un équilibre, on va dire, physiologique. Ils te classent par catégorie d'âge et poids. Passer un certain âge, c'est uniquement par catégorie de poids. Et donc on m'a surclassée et j'arrive, je vais pas quitter la nana et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de mon entraîneur. Au moment où je monte dans l'arène, il me dit pas de complexe, si tu perds, c'est pas grave, c'est la championne de France en titre. Et je le regarde, je me dis mais pourquoi tu me dis ça, purée? Why? C'est quoi ton problème? C'est le premier combat de la journée, punaise. Et je gagne. Moi-même, j'ai pas compris comment j'ai fait, mais j'ai gagné. Je l'ai fait tomber, j'ai gagné et j'ai eu le malheur d'exulter ma joie. J'étais heureuse, genre j'avais l'impression ce jour-là que j'étais championne du monde. Hein. Je revois l'image encore dans ma tête. Parce qu'elle était un cran au-dessus, quoi. De base. C'était la championne de France en titre dans la catégorie d'âge supérieur, quoi. C'est-à-dire que t'es là, tu fais yes, j'ai fait tomber mon aîné, quoi. C'est incroyable. Ça lui a pas trop plu. Ils se sont dit, Ben Abdeloued, c'est pas très français tout ça, là. Montrez-moi les papiers. Donc, c'est là où ça commençait à être un petit peu complicado et tu reviens à la réalité en disant, ouais, le pays des bisounours, là, ma cocotte, il faut revenir sur Terre. Et en fait, moi, au fur et à mesure que le temps avançait, moi, j'ai avancé dans la compétition, c'est-à-dire je gagnais. Et je les voyais tous un peu bizarres, je comprenais pas ce qui se passait, c'était une ambiance très bizarroïde, mais je savais pas ce qui se passait. Et à un moment donné, on me dit, ouais, Nadia, il y a un problème. T'es pas de nationalité française, t'as pas le droit de combattre. Je suis, comment ça, j'ai pas le droit de combattre?
ouais, va falloir que tu arrêtes la compétition, on va devoir te retirer de la compétition. Je vais vous foutre de ma gueule, je suis arrivée en demi-finale, vous voulez m'humilier en me retirant de la compétition, c'est pas possible. Dieu merci, j'avais des entraîneurs qui étaient assez incroyables parce qu'ils ont dit c'est hors de question de m'humilier comme ça. Mon père a lâché le morceau non plus. On est rentré dans une phase de négociation avec les responsables de la fédération en disant non, attendez les gars, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Je pense que d'un point de vue communication, ils n'avaient pas trop besoin d'un scandale pareil. Et je monte quand même sur le podium. Bon, on m'explique que par contre, je pouvais pas faire les championnats de France. Donc t'es arrivé combien? 3e. Alors, c'est horrible, hein, mais purée, j'espère qu'elle ne regardera pas cette interview. J'étais arrivée en place de 3e face à la nana que j'avais rencontrée au championnat de France, contre qui j'ai gagné. Comme elle avait jacté un petit peu sur moi, en disant ouais, elle a gagné de façon illégitime. Bah, j'ai gagné cette fois-ci de façon légitime. J'ai déversé toute ma haine. Franchement, j'en suis pas fière, hein, vraiment, mais je lui ai pété le bras en 30 secondes. Ah mais cassé? Ouais. Ah oui. J'ai dit, cette fois-ci, j'ai gagné ou pas? Non, j'étais une vraie pétasse à l'époque. C'est-à-dire que, tu sais, c'est la compète, quoi. À un moment donné, tu te cherches, tu te frottes un petit peu, t'as le côté un peu friction. Et je lui ai pété le bras et elle a hurlé. Et puis à la fin, j'y vais. Moi qui, franchement, j'étais horrible hein, quand j'étais athlète. J'étais respectueuse, hein, pas de problème, je serrais la main. T'en avais qui se faisaient la bise. Moi, je fais, vas-y, on va pas se raconter de mytho, quoi. Et là, je me rapprochais, je fais là, cette fois-ci, j'ai bien gagné ou pas? Ah oui, quand elle avait deux articulations ou quoi. Ouais, j'étais horrible, mais il fallait que ça sorte. Tu pouvais pas remettre en question ma victoire sous prétexte de parce que ça t'a pas plu ou je sais pas quoi. Désolé, t'as perdu, c'est pas grave. Sois bon perdant. Que moi, tu me retournes, franchement, bravo. Bien joué, t'as été meilleur que moi ce coup-ci. Je remets pas en question ta capacité de gagner ou la légitimité de ton titre. Et du coup, la 3e place, ça te permettait d'aller plus loin ou il fallait être première de base? Non, bien sûr, c'est tous ceux qui étaient sur le podium, et voire même il y avait des hors-quotas qui étaient sélectionnés, donc en fait tu avais un billet supplémentaire, et moi on m'a expliqué que non, tu ne peux pas aller faire les championnats de France, parce que compte tenu de la performance que tu as faite dans ta saison en tant que cadette, tu étais capable de faire une performance exceptionnelle au championnat de France junior. De fait, on aurait été dans l'obligation de te sélectionner pour des compétitions internationales, mais c'est juste inconcevable qu'une non-française représente la France. Et ça, c'est un problème légal ou c'est un problème... C'était à l'époque, on va dire, un problème légal. Mon problème a fait évoluer la situation. C'est-à-dire qu'après, on a ouvert le championnat aux doubles nationalités, puis aux étrangers, mais sans prétendre à la qualification internationale, parce que finalement, ils se sont rendus compte que le fait d'avoir des athlètes entre guillemets exceptionnels, c'est pas tant que j'ai la grosse tête, mais ça reste quand même des athlètes exceptionnels, ça faisait une émulsion en fait au niveau du groupe qui permettait de tirer le groupe vers le haut. Et c'était un moment assez dur parce que j'ai pris ça pour une humiliation, c'est-à-dire que c'était pas tant on te retirait ta sélection ou le passage à l'étape supérieure parce que t'étais pas bonne, mais parce que t'as pas rempli une case que tu ignorais. C'est ça le truc, c'est que j'ignorais cette histoire de case. Et là, je me suis retournée vers mon père, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? T'as quel âge à ce moment-là? 16 ans. 16 ans. C'est dur, 16 ans. Ouais, donc en crise d'ado, enfin avec toutes les hormones ouais. C'est ça, mais alors... Et là, tu dis, c'est injustice fois 100 000. Et ouais, et ça, c'était... c'est tout ce que je pouvais pas supporter. C'est-à-dire que déjà petite, l'injustice, c'était dur pour moi de l'intégrer parce que j'ai subi les injustices dans les cours de récré, etc. parce que je rentrais pas dans le moule. Et là, rebelote. Sachant que toute l'année, j'étais un peu stigmatisée parce que je rentrais pas dans une catégorie. J'étais pas au lycée machin, j'étais pas en classe truc et machin, truc. C'est-à-dire que je faisais le job, mais même si tu fais le job et que tu es performante, on te dit non, ça va pas. Parce que t'es pas français, quoi. Voilà, en fait, c'est un peu le résumé de ma vie. C'est-à-dire que du coup, je fais toujours en sorte d'être au moins 10 fois légitime pour avoir quelque chose. C'est-à-dire que même pour tuer une mouche, je vais te sortir un bazooka pour dire voilà, j'ai tué la mouche, quoi. Elle est morte et remorte. Elle est morte et remorte et tu peux pas remettre en question cette information-là. Donc c'est aussi... Mais sincèrement, c'est quelque chose qui m'a forgé parce que ça m'a toujours poussé dans mes retranchements et toujours aller chercher le plus, le mieux. Et c'est aussi comme ça que finalement j'ai su me renouveler,
dépasser mes limites. Mais ça a toujours été comme ça pour tout, si tu veux. C'est-à-dire que ce problème de nationalité a été réglé très rapidement, puisque mon père, en moins de 3 mois, il a fait la naturalisation et s'est tué. Enfin, enfin, je sais, ça n'existe pas, tu vois. Mais derrière, j'ai quand même réussi à garder ma place en équipe de France, dans le groupe leader de l'équipe de France. Donc ça t'a pas stoppé dans... Ah non, parce t'as que pu continuer derrière, parce que 16 ans, t'as encore la vie, t'as encore ta carrière devant toi. C'est exactement ça. Alors, je me suis battue, malgré tout. J'ai négocié jusqu'au bout du bout. S'il vous plaît, laissez-moi combattre. Je vous jure, j'abandonne même. Je perds le premier combat, mais juste laissez-moi combattre. Parce que c'était humiliant pour moi. Pourquoi c'était humiliant? Parce que je me suis retrouvée au championnat de France junior. Tout le monde savait que j'étais qualifiée. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi je ne combattais pas. Et pour moi, c'était une honte. C'est-à-dire, je ne pouvais pas dire, ouais, les gars, en fait, j'ai pas mes papiers, quoi. Ah, tu le vivais comme une honte? Parce qu'au contraire, c'est plutôt... c'est une humiliation. C'est humiliant pour une gamine de 16 ans. T'es là, t'essayes d'asseoir ta légitimité parce qu'en plus, personne te connaît. T'es pas une fille d'eux ou tu viens pas... En plus, moi, j'avais pas la culture du judo. Je connaissais personne, quoi. Et puis t'avais les entraîneurs nationaux. Bah alors, Nadia, pourquoi tu combats pas? Tu sais, tu bégayes, tu sais pas quoi dire, quoi. Tu fais comment? Enfin, je veux dire, t'as 16 ans, quoi. Ouais, mais c'est curieux parce qu'en fait, dans le processus, t'es victime. Oui. Et de dire, parce que c'est une connerie administrative, quelque part, on peut pas te le reprocher. Bah oui, mais ça, c'est ce que aujourd'hui les générations d'aujourd'hui feraient. Parce que, mine de rien, et heureusement, il y a une évolution, en fait, de l'esprit et de réflexion des gens. Mais moi, c'était dans le début des années 2000. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, tu regardes le contingent de l'équipe de France, quand t'es français de souche, il n'y a pas beaucoup de Normands. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, parce qu'à un moment donné, c'était trop drôle, parce que pour une interview avec Clarissa Agbenienou, la journaliste et un magazine féminin, elle fait oui, donc je lui pose la question un peu des angles qu'elle voudrait aborder. Elle me dit oui, j'aimerais bien aborder avec elle, qu'est-ce que ça fait d'être noire en équipe de France de judo? Je dis ouh là là, ma cocotte, je crois que t'as pas regardé l'équipe de France de judo. J'ai fait, la bonne question serait qu'est-ce que ça fait d'être blanc en équipe de France de judo aujourd'hui? C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est une façon de pointer en fait le côté stigmatisant, c'est-à-dire que tu rapportes l'athlète exceptionnelle qu'elle est à sa couleur de peau. C'est quoi ces conneries? Moi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Arabes et de Noirs en équipe de France, quoi. Et il y en avait un seul qui s'appelait Larbi Ben Boudaoud. Et du coup, comme nos noms se ressemblent grossièrement, on m'appelait parfois Ben Boudaoud et pas Ben Abdeloued. Tu vois, c'était assez rigolo, tu vois. C'était compliqué de faire asseoir sa légitimité. Et, donc, tu rases les murs. Donc là, tu repars. T'as ta nationalité au bout de 3 mois, ce qui est effectivement un record. Hein. La plupart des gens, ils rament des années. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je m'entraîne, je fais des compétitions, beaucoup de compétitions, mais psychologiquement, c'était dur. C'était dur. Parce que t'étais dans un microcosme où tout le monde se connaissait et que moi, je ne connaissais personne, en fait. Bah là, du coup, tu les connaissais, puis ça fait un moment, là, ça fait plusieurs années. C'est pas mes copains et copines, hein. Ouais. Ça fait 1 an que j'arrive dans le sport de haut niveau. Et c'est pas mes copains et copines, je les connais pas. Et donc, à un moment donné, il fallait que je me forge. Et donc, ça a été compliqué la première année, quand j'arrive au Centre national féminin de Poitiers. Et en plus, on s'entraînait beaucoup à l'INSEP, donc c'était vraiment très, très compliqué. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais aller chercher l'excellence. Et l'excellence se trouvait où? Alors, attention, là, t'étais pas au courant de cette histoire, c'est qu'elle se passe à Cuba. À l'époque, la meilleure équipe féminine, c'était l'équipe féminine cubaine. De judo? De judo, ouais. Ah ouais, c'était des tueuses à gages. Les nanas, elles avaient fait tout un podium aux Jeux Olympiques. Des tueuses à gages. Et là, je rencontre un être exceptionnel qui s'appelle Ronaldo Veitia, qui est l'entraîneur de l'équipe féminine cubaine. Il est très charismatique, il a un beat comme ça, il est là, il marche comme ça, mais qu'est-ce que c'était un génie, ce mec, purée. C'était pas un athlète exceptionnel, mais un entraîneur incroyable. Je pense que c'est le meilleur entraîneur au monde d'ailleurs. Et donc il m'invite, parce que je les avais rencontrés sur des stages, où là pareil je me faisais éclater, mais j'y allais, tu vois, je rentrais dans ces nanas qui étaient championnes olympiques et autres, je m'en foutais, je me faisais retourner, mais j'y allais. Et donc je suis invitée chez eux, je suis intégrée au sein de l'équipe, j'étais logée chez l'habitant pendant 9 semaines. 9 semaines où j'ai pris tellement cher, mais en tout point, hein, physiquement, culturellement, tout.
C'est-à-dire que je suis revenue en France et je me suis dit, mais pourquoi je grognais pour ça, quoi? Mais pourquoi est-ce que... C'était très fort. Et c'est Dur là, ou fort? Enfin, les deux. Les deux parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans. J'avais que des rudiments d'espagnol, donc je parlais pas espagnol au départ. J'ai appris l'espagnol grâce à elle. Et c'était très très dur parce que pour elle, j'étais leur monnaie d'échange. C'est-à-dire que quand elles m'éclataient la gueule, elles revendiquaient en fait leur place au sein de l'équipe. C'est ce qui permettait en fait d'être rémunérées derrière. comment ça? J'ai pas compris là. Bah, je vais t'expliquer. L'équipe cubaine, c'est un contingent. Donc en fait, une équipe, c'est 8 nanas, ou 7 nanas, 7 nanas. Et donc tu as l'équipe 1, 2, 3, 4, etc. Mais donc du coup, chaque jour, ces nanas-là, elles viennent se battre pour gagner leur pain. Leur pain? Bah, leur gagne-pain. Mhm. C'est-à-dire de manière à ce qu'elles puissent rentrer chez elles, avoir un poquito de dineros para comer. Parce qu'elles sont rémunérées, elles, par contre, là, c'est Bah oui. professionnel. Ah bah le système cubain, c'est pas le système français, c'est pas le même régime. Hein. Fidel Castro, pour lui, la culture du sport, c'est quelque chose de très important. Ah ouais? Ah bah oui. Bah d'ailleurs, c'est très rigolo parce que l'autre jour, j'écoutais une interview de Giroud, là, c'est un phénomène, ce mec-là. Et Giroud, Entraîneur de football. l'entraîneur de football, il avait été invité par Fidel Castro. Et Fidel Castro lui a dit, bon écoute, j'ai un gros problème. Mon gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse fait du football américain et on est dans la culture américaine. Moi, j'en veux pas. Ils font du football américain, c'est pas possible. Je veux que tu leur fasses la culture du foot pour qu'ils apprennent à faire du foot et que ça se développe à travers les générations. Viens, je te mets dans des conditions exceptionnelles, je te rémunère autant que tu veux, mais viens. Parce que je sais que tu es quelqu'un de carré, tu as des règles, tu es organisé, etc. De façon très ancestrale, mais t'as fait tes preuves, t'as des résultats, quoi. Et Giroud, il s'est retrouvé un petit peu dans une situation mal à l'aise, c'est ce qu'il expliquait, et il disait, bah, j'ai dû dire non à Fidel Castro pour intégrer le football au sein du pays. C'est-à-dire que c'est des pays communistes où bah, le sport, c'est une culture, et ça forge les générations, et ça forge la société. Et la place du sport dans ce genre de pays est pondérante. Donc, à Cuba, quand tu veux faire partie de l'équipe olympique, tu es rémunéré à chaque fois que tu... C'est tout à fait ça. En fait, l'équipe olympique, pour la petite anecdote, c'est que chaque personne de l'équipe 1, déjà, on lui donne une dotation en termes d'hébergement. C'est-à-dire qu'on lui file une maison. Et sur la maison, tu as la plaque où tu as le nom de l'athlète en indiquant que c'est l'athlète olympique, machin. Et voilà, c'est assez rigolo, tu vois. Et... après, tu as des dotations d'un point de vue financier pour pouvoir continuer à t'entraîner sans avoir besoin de travailler à côté. Et tu as une mini-économie interne où c'était rigolo parce que je dormais chez l'une des athlètes olympiques. Et avant de sortir du centre d'entraînement, on passait récupérer les fruits et légumes parce qu'on était encore au carnet de rationnement. Ah oui. Ouais. Et donc, récupérer les fruits et légumes pour avoir un côté équilibré dans l'alimentation en plus du carnet de rationnement, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'athlète olympique, l'athlète de haut niveau était vraiment mis sur un piédestal, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que par rapport à ce qu'on disait au début, où tu disais que ton métier aujourd'hui de manager, c'est de mettre du sens sur la performance sportive, Ouais. à Cuba, c'est Fidel qui s'en occupe. C'est-à-dire que c'est lui qui t'explique que tu défends le communisme en allant casser des genoux américains, quoi. C'est tout à fait Mais ça. en vrai, on retrouve cette question du sens. Sauf que oui. c'est Fidel qui te la donne, quoi. Bah oui, il y en a un pour qui c'est un enjeu national, comme n'importe quel enjeu type militaire ou autre. Et t'en as pour qui c'est un plus. Il suffit de regarder le budget de l'État qui est consacré au sport et tu comprends très vite. Oui, tout le monde s'en fout, on est d'accord. C'est tout à fait C'est ça. pas une priorité. Mais beaucoup disent oui, c'est l'opium du peuple, c'est cool de se retrouver devant la télé, machin. Le fait est que t'as des pays qui se structurent autour du sport et d'autres qui se structurent sans le sport, avec un plus. Il suffit de regarder les Américains, comment ils font. Ils font comment? Bah, et le sport a une très grande place. C'est-à-dire que Football américain? Non,
les Baseball. Américains de manière... Ouais, mais même le sport universitaire aux États-Unis a une très grande place. C'est-à-dire que si tu es un bon athlète, on te met toutes les conditions nécessaires pour pouvoir avoir ton diplôme. Et tu peux faire Harvard en donnant des coups de casque, quoi. Ouais. Ou faire du basket, ou faire de la gym, ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la culture du sport, c'est une place importante. Il suffit de regarder aussi les pays scandinaves ou autres. Tu vas voir le temps qu'ils te donnent, qu'ils accordent au moment où tu es assis dans une classe à apprendre A plus B égale C, et le temps que qu'ils te donnent dans les côtés hobby, le côté sport, etc. C'est pas, si tu veux, c'est très culturel. Le fait est que la France est un pays sportif, mais ça n'a pas une grande place. C'est-à-dire que c'est un plus, un bonus. Et comment ça se fait alors qu'on ait autant de médailles et de... Parce qu'on est dans un pays où on fait la culture de la gagne quand même. Hein. Il suffit de regarder dans les parcours académiques, on cherche toujours la culture de la gagne, de la réussite, du plus, du meilleur, de celui qui a le truc. Et ça rejaillit par chance sur le sport. Bah, après, et c'est plus du bol qu'une volonté politique, quoi. Bah, c'est surtout, ouais, je sais pas si c'est du bol ou une volonté politique, parce que là, on est en train de mettre le petit doigt dans le pot de confiture, mais je pense que c'est surtout, ouais, d'un point de vue, le fait est qu'il y a, alors, malgré tout, ils rencontrent des difficultés sur certains trucs, pour avoir discuté avec certains politiques. Il y a les Jeux de Paris qui arrivent, et ils ont fait une petite analyse. Ils se sont dit, bah mince alors, quand on regarde le contingent de l'équipe de France, il n'y a aucun qui vient d'un club parisien. Pourquoi? Oh, je sais pas. Bah parce que pour les Parisiens, le sport, c'est un hobby, c'est un plus. En fait, d'aller faire du sport de compétition, c'est pas très valorisant. C'est pas par là qu'on passe les messages. Non. C'est quand tu vas faire de la musique, et quand tu vas faire du dessin, quand tu vas faire ceci et cela, puis on n'a pas le temps de perdre du temps à faire du sport. C'est faire autre chose, côté plus culturel. Alors que si tu vas dans les périphéries de Paris, là, tu as des super champions. Si tu regardes en province, tu as des super champions. Et en fait, c'est les provinces et les périphéries de Paris qui sont les incubateurs des équipes de France. Et alors, du coup, à Cuba, comment tu t'en sors? Entière? Bah, je suis encore là. Mais ça a été très dur. Très, très dur. Franchement, c'était hard. C'est-à-dire que je me levais, préparation physique, déjeuner, enfin petit déjeuner. À quelle heure lever? Vers 6h, 7h. Au clairon? Ouais, c'est même pas clairon, je sais pas c'était quoi, mais il fallait se lever dans tous les cas. Prépa physique, petit déj, pause, 10h, entraînement, déjeuner, sieste, réveil, entraînement, dîner, dodo. En 9 semaines, j'ai fait 2 jours à la plage. Ça n'existait pas, c'est un truc complètement fou, quoi. C'était pas 5 heures par jour, là? Non, parce que les entraînements, c'était 2 heures, plus les exercices complémentaires à côté, parce qu'elles avaient des spécificités. Et elles travaillaient... C'est marrant parce que leur culture d'entraînement, maintenant, c'est démocratisé. Beaucoup de pays font le même système d'entraînement que elles faisaient à l'époque, dans le début des années 2000. Mais quand on les voyait faire, tout le monde se foutait de leur gueule. Parce que tu comprends, ça rentre pas dans les codes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de différent? Bah, elle travaillait beaucoup au poids de corps, elle travaillait beaucoup corde à sauter, travail d'élastique, répétition des mouvements dans le vent, des techniques basiques. Elle cherchait pas la difficulté, tu sais, c'est des techniques que tu apprends quand t'es ceinture blanche, jaune, orange, tu vois. Mais le fait est qu'elle les répétait tellement, ces techniques, qu'elles étaient dans la quasi-perfection et qui faisaient que derrière, mais bim, dans tous les cas, tu tombes, que tu le veuilles ou non. Et 9 semaines, ça te suffit pour... Ah ben oui, c'est marche ou crève. Hein. En fait... Qu'est-ce qui se passe à la 9e semaine? La 9e semaine, je pleure, j'avais pas envie de rentrer. Mais je suis rentrée et je suis arrivée en France et ma pratique était différente de celle des autres. Et en fait, j'avais ma spécificité. C'est-à-dire que j'avais mon judo à la cubaine, j'avais pas mon judo à la française. C'est ce qui faisait la différence. Et et en fait, à travers l'activité, la pratique qu'on m'avait inculquée pendant ces 9 semaines-là, j'étais devenue plus stable sur mes appuis, donc plus difficile à faire tomber. C'est tout bête. Et ça te permet de... Ah bah, très vite, je suis montée, hein, j'ai remonté la pente parce que au final, je me suis retrouvée numéro 2 nationale. C'est-à-dire que j'ai fait
C'était les montagnes russes, quoi. Mais pas de bol pour moi, je me blesse à l'épaule. Là aussi, c'était très compliqué. Je me blesse, mais je me dis, mais c'est mort, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, j'ai malgré tout continué, strapper comme ça, sachant que c'était droitière où j'allais attraper comme ça. Donc, j'étais comme ça. J'étais brûlée avec le strap, hein, à force d'être strappée. Et j'ai fini ma saison. Et puis, en fin de compte, on m'explique que, ouais, mais en fait, je crois que ton état n'est pas vraiment optimal pour aller conquérir des titres à l'international. Bon, va récupérer. Et là, j'ai fait, ah ouais, non, là, ça va pas du tout. Et donc là, j'ai fait un bond en arrière. J'ai dit, ok, pas de problème. Je vais m'entraîner à côté. Je vais revenir tellement fort, tu seras obligé de me prendre. Bon, ça n'a pas été vraiment ça, mais... Donc c'est là où j'ai fait mon reculer pour mieux sauter en rentrant sur le Pôle France d'Orléans, où j'avais commencé mes études supérieures. Parce qu'à l'époque, en plus, on m'a expliqué que je ne pouvais pas faire des études de haut niveau et du sport de haut niveau. C'était incompatible. Je me dis, bah, pourquoi pas? Bah non, c'est incompatible. Bon, bah, du coup, j'ai créé mon propre parcours. C'est-à-dire? Eh ben, ce que je ne voulais absolument pas faire, je l'ai fait. C'est-à-dire aller à la fac. Mais je ne voulais pas rentrer dans le commun des mortels parce que j'avais quand même mon orgueil de sportive, tu comprends? Et donc, j'avais fait une double licence. Une en maths et une en sciences économiques. Parce que j'avais toujours cette volonté d'être entrepreneur. Mais que je sais que les maths, ça forge et que il faut faire des maths. De toute façon, on m'a toujours expliqué, il faut faire des maths. Les maths, c'est la vie. Aka, mon papa. Et donc, bah, pareil, j'arrive en faculté de maths, on me dit, mais mademoiselle... Alors que je leur explique que je suis athlète de haut niveau listée ministérielle et que par moment j'ai été convoquée en compétition ou en stage et que par conséquent ils se devaient d'adapter les TD ou les examens. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous vous êtes trompé du FR, vous devez aller en STAPS. Je dis non, je veux pas aller en STAPS, je veux faire des maths. Et c'était la guerre comme ça pour, encore une fois, asseoir ma légitimité. En sciences économiques, c'était la même histoire. À la fin, j'obtiens mes licences. Je me dis bon... Alors, Nadia, faisons un état des lieux, qu'est-ce qui te manque? Il te manque des notions d'économie internationale, des notions de langue? Bon, bah allons faire des langues. Et là, je vais faire un master en langue, affaires et commerce international. Là, rebelote, il fallait que j'assoie encore ma légitimité. Et je me souviendrai très bien parce que je suis arrivée, j'ai dit, bah voilà, je veux faire ce master-là. On me dit, mais mademoiselle, vous n'avez pas fait de langue, vous n'êtes pas de cette UFR, qu'est-ce que vous voulez faire là? Enfin, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai pris à partie... le doyen, j'ai dit, bah, écoute, il y a deux options possibles. C'est soit je prends la place de quelqu'un qui est plus légitime et plus performant que moi, auquel cas je comprends, ne me prenez pas, je ne vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Soit vous préjugez de ma réussite ou de ma non-réussite, et auquel cas c'est une discrimination, et ça, c'est pas juste. Alors je fais, bah du coup, je prends la place de quelqu'un ou pas? Non. Je fais, bah donc vous ne pouvez pas me refuser. Je me dis, bah, ok. Et donc, en fait, ça a été une compète pour moi. C'est-à-dire que pendant les 2 années, je me suis dit, mais non, en fait, je vais lui montrer qu'il s'est trompé. Et là, tu t'entraînais toujours? Et je m'entraînais toujours. Et le master à côté, quoi. Ouais, les licences. Et en plus, j'entraînais les filles. Je les accompagnais en leur faisant des maths, de la physique. Et en même temps, j'ai commencé à rentrer dans le système de l'éducation nationale pour faire péter le système. Beaucoup rigoleront d'entendre ça, mais si tu veux, il y a des conventions entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports qui fait qu'aujourd'hui, il y a des sections sport-études. En théorie, il devait y avoir des aménagements horaires, etc., de sorte à ce que les athlètes puissent s'entraîner et être performants. Donc, malgré tout, l'État essaye de mettre des moyens pour justement faire briller le sport français. Donc, dans les textes, c'est ça. Donc, c'est fantastique. Tu vas me dire, bah, tu vois, quand même, t'abuses, tu racontes des mythos, là. Sauf que dans les faits, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, les athlètes, ils sont au milieu de tous les élèves lambda, et c'est à eux de s'adapter au système, et pas inversement. Donc à un moment donné, je me suis dit, on va pas répéter les mêmes erreurs que j'ai vécues, c'est dégueulasse, c'est injuste. Puis en plus, c'est des gamines, elles sont au fleur de l'âge, 16 ans, 17 ans, 18 ans, purée, c'est pas cool, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, je commence à discuter avec Franck Decroix, qui m'avait accordé sa confiance, donc qui était le responsable de la structure.
et qui avait vu en moi en fait un côté leadership, mais pas du tout en tant qu'athlète, mais plutôt dans le côté management, dans le côté meneuse de groupe, mais en dehors du côté sportif. Et je dis, bah écoute, on va rentrer dans le système et on va faire péter leur système de sorte à ce qu'il nous soit avantageux. On va créer un cercle vertueux autour des athlètes, à leur service, pour qu'elles puissent être performantes et répondre au cahier des charges qu'on leur pose, à savoir être performante en tant qu'athlète et en tant qu'élève. Et là, Nadia, tu te dis, t'as un vaste projet, ma cocotte, comment tu fais? Et donc, c'est là où, en fait, j'ai essayé d'expliquer aux entraîneurs, bon, qui étaient plus ou moins coopératifs, qu'il fallait adapter certaines choses, notamment tout ce qui était autour de la spécificité du sport féminin. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes les programmes d'entraînement dans n'importe quel sport, il n'y a pas de spécificité du sport féminin. Et pourtant, on n'a pas le même corps, on n'a pas le même métabolisme. Mais les techniques d'entraînement pour un homme et pour une femme, c'est la même. Tu me dis, ouais, enfin bon, en tant que féministe, tu veux l'égalité, bah tu l'as de l'égalité, on fait la même chose. Ouais, mais non, l'égalité ne veut pas dire qu'on fait la même chose, punaise. L'égalité, ça veut dire qu'en fait, on veut essayer d'acquérir les mêmes droits, mais tout en adaptant en fait à la personnalité ou à la physiologie. Donc, il fallait mettre tout le côté médical et entraînement qui était adapté au sport féminin. Et à côté, il fallait aussi adapter le côté études. Parce que c'était un double projet. Et donc, de là, j'ai créé un truc, c'était assez rigolo, un blog. Ouais, ça ramène très très loin. On a créé un blog où on mettait en fait en ligne les cours et les devoirs de celles et ceux qui n'étaient pas en fait présents parce qu'ils partaient en compétition ou en stage. Et on changeait les codes à chaque fois parce que sinon t'en avais qui carottaient, qui n'allaient pas en cours et qui récupéraient les cours de cette manière-là. Et au final, en créant ce cercle vertueux autour de l'athlète, elle n'était focus que sur une chose, sur leur performance et leur entraînement. Et aussi fou que cela puisse être, eh ben, ça a super bien fonctionné. Parce qu'au final, elles étaient hyper performantes d'un point de vue sportif. Et ce qui a donné lieu à ce que le Pôle France soit la meilleure structure au niveau national. Et au final, quand tu fais le bilan, bah, plus de 50% du contingent de l'équipe de France venait d'Orléans. Et d'ailleurs, c'est la génération d'aujourd'hui. Si tu regardes l'équipe de France olympique, au moins 50% du contingent est d'Orléans. Et elles étaient hyper performantes en cours. 100% de réussite au bac et plus de 50% avec mention. Bah, tu te dis, bah, ça marche super bien, quoi. C'est fantastique, ça y est, on a trouvé la solution. Le sport français, hop, on y va. Il n'y a plus qu'à l'institutionnaliser. Ouais. C'est pour ça que je te dis, j'avais un vaste projet. Ça n'a pas du tout fonctionné parce que les nanas, c'était... Le Pôle France, c'était un tremplin. Elles sautaient pour l'étape supérieure, elles arrivent à l'INSEP et bulle, on retombe dans le blackout, quoi. Il n'y a plus tout ça. Bon, maintenant, il y a de personnes formidables qui commencent à faire le travail, mais c'est très compliqué, quoi. Ils te poussent à la déscolarisation et à avoir un seul et unique projet, c'est-à-dire que c'est une perte de temps. Et c'est là, en fait, que tu as commencé ton projet de redonner du sens au sport et Exactement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'on a fait notre rencontre avec Clarisse, avec Béninou. Elle arrivait comme jeune petite pépite, elle avait 14 ans. Moi, j'étais sur la fin, elle arrivait. Et c'est comme ça qu'on a créé le lien et qu'on s'est suivi dans le temps. Et puis, bah, le courant, le karma, ce que tu veux, a fait que nos chemins se sont recroisés. Et je lui ai dit, on va arrêter de faire les trucs de clochard. C'est exactement ce que je lui ai dit textuellement. Je fais, faut peut-être qu'on commence à se structurer, faire des choses propres, quoi, parce que c'est indigne, en fait, de ce que tu es. Tu es une personne fantastique, mais tu n'as pas encore acquis ce que tu mérites. Et on va aller chercher tout ce que tu mérites. Par la force, s'il le faut. Par la force, s'il le faut. Et c'est là où elle m'a prise pour une folle. Elle m'a regardée avec beaucoup de condescendance. On dit, bah vas-y, fais. Du coup, j'ai fait. Je lui ai dit, ok, je fais à une seule condition, c'est que j'ai carte blanche. Et tu ne discutes pas ce que je te dis. Et il y avait de la confiance entre vous deux, donc du coup c'est passé. Il y a une énorme confiance après, parce que d'un point de vue éducation culturelle, on avait grosso modo la même éducation, donc on se comprenait. Et puis j'avais aussi la confiance des parents, parce qu'ils me connaissaient aussi. Alors ils m'ont vu comme un ovni apparaître, parce que quand je leur ai dit oui, on va aller chercher tous les avantages qu'elle mérite, on m'a dit mais de quoi tu parles? Je comprends rien. Bah, maintenant, ils comprennent un petit peu, mais ils sont toujours un peu dépassés parce que c'est inexistant.
C'est ce que je te disais au tout début, c'est que j'ai entamé une forme de professionnalisation de la discipline. Via la création d'un nouveau métier, en fait. Bah, via la création d'un nouvel écosystème même, j'ai envie de te dire. Parce que au final, on a créé un écosystème autour de Clarisse. Comment est-ce que tu fais pour valoriser tout ce qu'elle fait en termes de performance sportive et d'engagement et de valeurs humaines, ben, auprès des différentes personnes qui l'entourent, auprès des différentes institutions et auprès des partenaires. Et aujourd'hui, ils veulent tous manger du hak benino. C'est marrant, ça. Et toi, du coup, tu reçois des demandes aussi? Ça retombe... Bah oui, effectivement. Moi Parce que aussi. du coup, tu te retrouves à vendre ton temps aujourd'hui. Ouais. Et ça devient compliqué quand on veut développer un business. Parce qu'une fois qu'on a vendu 12 heures par jour... Ouais, du coup, je dors pas beaucoup. Donc, vrai. faut faire faut cloner des mini Nadia. Ouais, alors bon courage, parce que si vous avez plusieurs clones de Nadia à Péré, ça va être très compliqué pour l'humanité. Non, mais est-ce que tu penses à Bah, développer en fait, une bien recette, sûr. des process, Oui, bah en fait, pour... de toute façon, le process, il est en phase de développement. C'est ce qu'on fait avec d'autres athlètes. C'est-à-dire que la recette, elle est très simple. À un moment donné, il faut montrer quelle est ta plus-value. C'est qu'est-ce que tu peux m'apporter en contrepartie de ce que je te donne? Donner du sens. À partir du moment où, en fait, tu te poses... De toute façon, c'est très facile. Quand tu es un athlète de très haut niveau, un athlète exceptionnel avec des résultats, il y a une genèse, il y a quelque chose. Tu vois, Tu peux apporter déjà Voilà. de la force, C'est tout de à la fait conviction, ça. quoi. C'est-à-dire que concrètement, tous ceux qui viennent m'approcher, je les mets en face de moi et je leur dis, mais pourquoi? Pourquoi? Comment? D'où ça vient? Je comprends pas de quoi tu parles. T'es champion comme ça, là. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. C'est quelque chose. C'est quoi l'histoire? Mais de quelle histoire tu parles? Je dis, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le bail, purée, ça vient d'où? Pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, t'es comme ça et pas ton frère ou pas ton pote avec qui t'étais à l'école? Ou quoi? Pourquoi? Et il y a toujours une histoire, il y a toujours une graine, tu vois, il y a toujours un point d'ancrage. Et le fait est que ce point d'ancrage-là, t'as forcément une petite poignée de la société qui s'y reconnaît, qui s'identifie. Et c'est là où tu as en fait le début du commencement de l'histoire en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu arrives à mobiliser, à forger une espèce de leadership autour d'une cause, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce qu'on peut dire que la performance sportive, ça démontre une capacité à faire et ça permet le respect? Parce qu'on se dit, ouais, quand même, 4 fois champion du monde, on comprend que c'est pas tout le monde, quoi. Voilà. C'est une démonstration de force, quelque part. Et ensuite, quand tu cherches à l'accrocher à quelque chose, ben, ça décante, ça cristallise, en fait, le sens de ça, quoi. En disant, ah oui, mais ça, c'est en lien avec ça, et c'est pour ça que c'est trop fort. Tout à fait ça. Ben, c'est exactement ça. C'est ce qu'on essayait d'aborder depuis le début, finalement, le lien entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Moi, je prends toujours un exemple très simple. Je prends un champion, d'accord? Je le mets en formation pendant 6 mois pour prendre une équipe et gérer un projet que tu vas donner. Ce mec-là, il va te gérer ton projet et ton équipe, il va aller apporter en fait l'objectif que tu lui demandes d'apporter. Parce que finalement, en tant qu'athlète de haut niveau, il a validé un certain nombre de compétences qui sont acquises, qui sont réelles, mais qui ne sont pas forcément validées d'un point de vue académique. En revanche, de l'autre côté, tu prends un grand chef d'entreprise, celui que tu veux, n'importe qui, Bernard Arnault, qui tu veux, ramène-le-moi. Je le mets en formation pendant 6 mois pour un sport. Est-ce que pour autant il sera super champion? La réponse est non. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça? Ça veut dire que finalement, le sport est un vecteur très fort en termes de compétences et de capacité à gérer tel ou tel objectif, tel ou tel projet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui anime la vie de chacun? C'est-à-dire que chaque matin, tu te réveilles en te disant aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire ça. Mon projet, c'est de faire ça. Sinon, tu ne te réveilles pas, tu te dis, et tu restes dans ton lit, tu dis, c'est bon, hein. Qu'est-ce que je vais aller faire? C'est vrai ou c'est pas vrai? Enfin, en tout cas, moi, je sais pas, c'est comme ça que je fonctionne. Ou alors, je suis un ovni. Mais c'est un fait. C'est une réalité. Un athlète de haut niveau,
quand il se lève et qu'il gère en même temps ça, il a validé un certain nombre de palettes techniques qui sont, entre guillemets, apprises d'un point de vue juste théorique à l'école. Tu as la théorie, mais tu n'as pas la pratique. Eux, ils ont déjà la pratique, ils ne connaissaient pas la théorie de base, mais ils l'ont plus ou moins adaptée à leur sauce. Et c'est des choses qui peuvent en fait se dupliquer et s'adapter à la société. Ben, c'est chouette ça. Et du coup, c'est quoi les projets aujourd'hui ? Les projets sont multiples. Les projets, c'est effectivement de réussir à convaincre que finalement, c'est un système qui est vraiment vertueux pour tout le monde et de finalement sensibiliser, on va dire, l'opinion publique et les institutions sur l'intérêt du sport et de tout ce que ça peut apporter. Oh, c'est obligé de passer par les institutions plutôt que de faire soi-même et de développer un modèle et de dire ouais, de toute façon les mecs ils comprennent rien. Aujourd'hui, malheureusement, je pense que oui, parce que finalement, tu as tellement de perdition de potentiel à l'école, de gamins parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule, que je pense que oui, nous sommes obligés de passer par les institutions pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de réussite. C'est tout bête. Ils ont créé un truc qui s'appelle la semaine olympique et paralympique. En fait, ils se galèrent à avoir des sportifs qui viennent à l'école pour parler de leur expérience et montrer tout ce qu'ils ont pu faire pour arriver à machin. C'est bête, hein, mais c'est ça. Et le fait est que le fait que des gamins voient des athlètes qui ont galéré, qui n'étaient pas forcément très bons à l'école, mais qui aujourd'hui sont en phase de réussite, c'est d'apporter en fait des rôles modèles et de leur montrer, les gars, ne vous découragez pas, restez jusqu'au bout, n'abandonnez pas, il faut vous chercher un objectif, une passion, et vous inquiétez pas, à un moment donné, vous allez être épanoui. Tu vois ? Alors qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. C'est aujourd'hui, tu prends tous les gamins, tu leur dis, alors, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés d'apprendre A plus B égale C, et puis de toute manière, c'est le seul moyen de passer à l'étape supérieure. Mais là, tu luttes contre les institutions parce qu'en réalité... Je ne lutte pas contre les institutions, non. Alors quand je dis lutter, c'est-à-dire que les gars, ils sont fondamentalement programmés pour faire des... Oui, mais le fait est qu'ils ne sont pas fondamentalement programmés, puisque aujourd'hui, si tu regardes le système éducatif, il est en phase d'évolution. Ah ouais ? Oui, il est en phase d'évolution. Ça évolue ? Continuelle. Bah oui, parce que si tu regardes aujourd'hui le discours de l'éducation nationale, on te dit il faut adapter. Il faut adapter à chacun des élèves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tel élève... Ouais, mais il laisse 30 gamins par classe. Tu vas adapter quoi quand tu as 30 gamins et que tu es seul face à... Tu vois ? C'est un problème. Le discours, c'est ça. Le discours, c'est ça. Maintenant, voilà, tu as mis le point sur la chose. C'est que voilà, tu as 30 gamins par classe, un seul adulte. Comment tu fais ? C'est peut-être que maintenant, l'étape suivante, c'est justement de faire évoluer l'organisation du système. Entrer dans le système pour changer le système. Ah ouais, non, mais du coup, tu as foi en ça et c'est ton objectif. J'ai complètement foi en ça parce que si tu regardes bien, ils sont là dans l'école, la classe inversée, ils sont dans la différenciation. Si tu en as un qui réussit mieux à l'oral, bah, tu lui fais évaluer à l'oral au lieu de lui faire évaluer à l'écrit et ceci et cela. Tu vois, ils te demandent en fait de te renouveler constamment, mais le fait est qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas mis à disposition auprès du personnel enseignant et de l'éducation nationale pour faire ça. Donc, ça veut dire que concrètement, la réflexion est déjà enclenchée. Maintenant, il faut pousser la réflexion encore plus loin et mettre les moyens. Ça, c'est autre chose. Eh ben, merci beaucoup, Nadia. Merci à toi. Un vrai plaisir. J'espère que j'étais pas barbante parce que je pense que c'est des choses... Je suis un peu idéaliste, mais je pense que si on est tous un petit peu idéalistes et qu'on rajoute tous un petit peu son grain de sel, on peut faire avancer les choses, tu vois. Bah, super. Merci en tout cas pour ce moment d'échange, c'était très agréable. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.